Donc, alors, je vais me présenter un petit peu plus. Effectivement, je suis formatrice pour l'atelier des parents, qui est devenu APCOM il y a 2 ans, apprendre à communiquer, parce qu'aujourd'hui, on intervient aussi bien auprès des parents que des professionnels, que des professeurs. Donc, on a vraiment plusieurs casquettes. Depuis peu aussi, on travaille sur le burn-out parental. De façon à accompagner les parents au mieux. Et puis, je suis également formatrice en pédagogie innovante. Alors, comment j'ai fait cette pirouette? Eh bien, je suis aujourd'hui maman de 4 grands ados. Là, j'ai oublié de mettre grands parce que si je dis qu'ils sont toujours ados, ils vont m'en vouloir. Mes enfants ont une caractéristique, c'est que ils sont tous roux. Donc, ça a donné quelques petits soucis à l'école. Et pas seulement à cause de la rousseur de leurs cheveux, mais également parce que, en fait, ils ont eu des difficultés d'apprentissage. Donc, avant d'avoir mes enfants, j'avais plein de principes. Je savais exactement ce qu'il fallait faire. Et puis, une fois que je les ai eus, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. D'autant plus que j'ai un de mes enfants qui a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Et donc, qui a beaucoup, beaucoup souffert à l'école. Et qui en ressort avec d'ailleurs, qui est pas ressorti parce qu'il a déclaré pendant le confinement que ça servait à rien de passer le bac. Et qu'il allait réussir sans. Donc, on lui a dit, banco, mais comment ? Donc, je vais un petit peu parler de l'estime de soi parce que c'est vraiment une question beaucoup même, parce que c'est vraiment une question qui est au cœur, en fait, de la progression de nos enfants. Et puis, peut-être que je vais déconstruire quelques croyances pour pouvoir avancer. Alors, avant, je suis pas là pour faire la morale parce que avant de lire tous ces livres et puis de commencer à évoluer moi-même, à la maison, soit c'était comme ça, soit c'était comme ça. Voilà, j'oscillais entre les deux très régulièrement, entre épuisement et énervement. Et à un moment, une fois, j'ai donné une fessée à ma fille, qui a aujourd'hui 24 ans. Elle s'est retournée vers moi et elle m'a dit « Ça va, t'es calmée ». Elle avait 6 ans. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc parce que je ne m'aimais pas du tout comme maman. Donc, je vais d'abord vous parler du fonctionnement du cerveau et vous comprendrez un peu après pourquoi. Ensuite, on va parler de l'estime de soi. Et nous, on a pris le modèle de Christophe André, que vous connaissez peut-être, qui est un psychiatre français qui a écrit beaucoup de livres sur justement l'estime de soi. Et on va voir comment on peut donner à nos enfants l'envie d'être capables, celle de se sentir valable et celle de se sentir aimable également. Donc, je vais commencer par le fonctionnement du cerveau. Dans le cerveau, en fait, aujourd'hui, les neurosciences nous disent qu'il y a cette partie-là qui est le cerveau supérieur et la partie qui est en dessous qui est ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. Alors, c'est très schématique, bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais pour simplifier un peu les choses, on va partir du tronc cérébral qui se trouve ici et de cette petite zone qu'on appelle le cerveau archaïque, qui est entre son tronc cérébral et le cervelet. Donc, ce cerveau, il s'occupe de tout ce qui est automatisme et survie. Donc, les automatismes... On a quoi? On a des automatismes innés et puis on a des automatismes acquis. C'est quoi les automatismes innés? Respirer, battement du cœur, en fait tout ce qui se met en marche et qui fonctionne d'ailleurs avant dans le ventre de la maman et qui est opérationnel quand on sort. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle automatisme acquis. Alors, qu'est-ce que ça peut être un automatisme acquis? La marche, le vélo, préparer son café, conduire une voiture. Tout ça, ce sont des automatismes qu'on a tellement fait que c'est devenu automatique. Alors, c'est aussi cette partie du cerveau, en fait, qui, a priori, réagit à tout ce qui est danger. C'est lui qui nous protège de tout ce qui pourrait nuire à notre personne. Notre cerveau, il est essentiellement il fonctionne essentiellement dans un premier temps pour se faire plaisir et pour nous protéger. C'est les 2 fonctions primaires de notre cerveau. Donc, il a 3 façons de nous protéger face à un danger: la fuite, le combat ou l'inhibition. Alors, face à un danger, donc si par exemple, je sais pas, là, il y avait un tremblement de terre, qu'est-ce qu'on ferait? Sans réfléchir. Pardon? Alors, certains se mettraient par terre, d'autres sortiraient. Est-ce qu'il y en a qui essaient de combattre le tremblement de terre?
Non, personne, a priori. Mais en fait, beaucoup d'entre nous, eh bien, il se peut aussi que nous soyons sidérés. Hein, et donc, on va s'immobiliser et ne pas savoir quoi faire. Hein, ça peut être la même chose face à un danger qui vient de l'extérieur, quelqu'un qui nous attaque, une voiture qui nous fonce dessus. Ce sont des réactions que l'on ne maîtrise pas. Hein, elles sont vraiment hors de notre contrôle. Alors, ce cerveau, donc je vous ai dit, il gère le danger, il s'occupe de nous protéger, mais il traite sur le même plan ce qu'on appelle les dangers réels et les dangers imaginaires. Donc, danger réel, on a vu un tremblement de terre, une voiture qui nous fonce dessus. C'est quoi un danger imaginaire? Alors, les angoisses, ouais. Quoi d'autre? Pardon? Les cauchemars, mais dans notre vie de tous les jours. Les phobies. Mais il y a aussi, en fait, si j'étais arrivée et que je vous avais regardé comme ça. Qu'est-ce que vous vous seriez dit? Qu'est-ce que vous vous seriez dit? Alors, elle se méfie de nous, elle est de mauvaise humeur. Elle a une sale tête, on ne va pas passer un bon moment, etc., etc., etc. Et en fait, à chaque fois qu'on croise quelqu'un qui semble nous regarder de travers, notre cerveau, qui est assez paranoïaque, le prend immédiatement pour lui. Et donc ça, on appelle ça des dangers imaginaires, hein, parce qu'il va immédiatement se mettre en marche. Donc soit on va fuir, donc on va partir, soit on va combattre, pourquoi tu me regardes comme ça? Soit on va s'immobiliser, être sidéré, et on va se faire tout petit dans un coin. Est-ce que vous connaissez la proportion des dangers réels que notre cerveau traite et des dangers imaginaires? Aucune idée. 80% des dangers que notre cerveau traite sont imaginaires. C'est dans notre tête. Alors ce cerveau, il est opérationnel dès la naissance. Alors bien évidemment, dans la toute petite enfance, il n'est pas encore en capacité de traiter les dangers imaginaires, mais c'est déjà bien installé dans son fonctionnement. Alors s'il n'y a pas de danger, l'information va monter au niveau de ce qu'on appelle le cerveau limbique, qui se situe ici, donc au niveau de nos 5 sens. C'est également là que se logent a priori les émotions. Et donc parmi les émotions, il y a 5 émotions primaires. Quelles sont-elles? La peur, la joie, la colère, la tristesse et le dégoût. Alors nous, on ajoute la surprise aussi. Alors ces émotions, une émotion, ça dure quelques millièmes de seconde. Et c'est un signal pour nous indiquer que quelque chose ne va pas. Après, ce qui reste, c'est l'état émotionnel, qui est différent d'une émotion. Alors, la peur, elle sert à quoi? C'est quoi comme signal? Ça nous indique qu'il y a un danger, qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. La colère, alors ça sert effectivement à réagir face à une injustice ou à protéger notre territoire. Donc il y a ce qu'on appelle les colères destructrices et les colères constructives. Donc destructrice, ça détruit tout sur son passage, et constructif, on est en colère, mais on va chercher des solutions. On va essayer de chercher à améliorer les choses. La tristesse, elle sert à quoi? Elle sert à nous indiquer que quelque chose est fini et qu'il faut faire autre chose. Il faut commencer autre chose. Donc notre cerveau le sait, mais pas nous. Et c'est pour ça que souvent on s'installe dans un état émotionnel de tristesse. Le dégoût sert à quoi? C'est quoi comme signal? Quelque chose est toxique, soit une personne, soit un aliment. Et certains chercheurs ont émis l'hypothèse que si nos enfants n'aiment pas les légumes verts, dans la petite enfance, notamment, parce que ça peut continuer longtemps, ce serait parce qu'en fait, 80% des végétaux sont toxiques pour l'homme, et que donc on aurait gardé en mémoire, une mémoire non accessible, l'idée que ce qui est vert est dangereux. Et comme le petit enfant, on va le voir, n'a pas la capacité de se dire « non, ce sont des haricots verts, ce n'est pas toxique », eh bien, par réflexe, il ne va pas vouloir les manger. Alors, ce cerveau-là, il se construit petit à petit. Vers 18 mois,
Enfin, vers 6 mois, en fait, les émotions primaires sont à peu près installées. Vers 18 mois, elles sont finalisées. Et ensuite, tout ce qu'il va acquérir jusqu'à vers 17-18 ans, c'est ce qu'on appelle en fait les émotions dites culturelles. C'est-à-dire qu'en fonction de la famille dans laquelle il est né, en fonction du pays dans lequel il est né, il va acquérir des variations d'émotions qui vont être propres en fait à sa famille et à sa culture. Donc ce cerveau-là, comme je vous l'ai dit, vers 18 mois, finalisé au niveau des émotions primaires, et ensuite, il sera à peu près finalisé vers 17-18 ans pour tout ce qui est émotions qui en découlent. Alors c'est également le siège de la mémoire, enfin d'une partie de la mémoire, et notamment de ce qu'on appelle la mémoire immédiate, celle qui nous permet de traiter les informations. Et ça c'est super important parce qu'en fait, dès que je commence à me dire... alors ça c'est pas pour les tout petits, on est d'accord, hein, mais pour ceux qui ont à partir de 6 ans, qui sont à l'école, dès que je commence à me dire j'aime pas les maths, c'est trop dur, j'aime pas le professeur, mon petit camarade m'a embêté, eh bien je viens de donner l'ordre implicite à mon cerveau de ne rien retenir. Hein, quand nous, on aborde des notions nouvelles ou qui semblent un petit peu compliquées, si dans ma tête je me dis « oh là là, ça va être trop compliqué, oh là là, ça va être dur », eh bien vous venez de donner l'ordre à votre cerveau de ne pas faire cet effort. Et donc effectivement, ça va être plus dur. Alors que si je commence à dialoguer avec moi-même en me disant « bon, ok, ça me plaît pas » ou « ok, ça semble difficile » et en même temps, je vais trouver des stratégies, eh bien, je ne dis pas que ça sera plus facile, mais en tout cas, on a ouvert une porte qui va nous permettre de traiter l'information. Et donc, pour pouvoir traiter l'information, eh ben, j'ai besoin de mon cerveau supérieur, donc, qui est ici. La partie qui nous intéresse, c'est le cortex préfrontal. Et ce cortex préfrontal, c'est lui qui nous permet d'analyser les choses, c'est lui qui nous permet d'être attentif, hein, c'est-à-dire de se dire ce qui est en train d'être dit, je vais le retenir. C'est lui qui nous permet d'avoir du sens moral, c'est lui qui nous permet d'avoir de l'empathie. La zone de l'empathie, elle est ici, dans le cerveau. Enfin, en tout cas, c'est là qu'on pense l'avoir. C'est également lui qui nous permet de planifier les choses, hein, donc de pouvoir organiser, structurer de façon à finir les choses. Et c'est lui également qui inhibe la prise de risque. Alors ce cerveau, il va progressivement venir se connecter avec le cerveau du bas, parce qu'en fait pour prendre des bonnes décisions, il faut que le cerveau qui réfléchit et le cerveau des émotions soient bien connectés. Et est-ce que vous savez à quel âge le cerveau du haut vient se connecter avec le cerveau du bas? 25 ans. Et il vient se connecter avec le cerveau du bas quand tout s'est bien passé dans son enfance. Ça veut dire qu'entre 0 et 6 ans, le cerveau des petits-enfants, il est connecté comme ça, et jamais plus que ça, quand tout va bien. Dès qu'il a peur, dès qu'il est en colère, le cerveau qui réfléchit n'est plus connecté. Et dès que quelque chose lui a fait extrêmement peur, on est carrément dans la zone de la survie, et donc une réaction face à un danger. Ça vous parle? Ça fait référence à quoi? Aux crises, par exemple, dans les magasins. Entre 6 et 12 ans, le cerveau est connecté comme ça, et jamais plus que ça, quand tout va bien. Dès que l'enfant a peur ou qu'il est en colère, le cerveau qui réfléchit est déconnecté. Et s'il a vraiment très peur, on atterrit au niveau du cerveau de la survie. Et au moment de l'adolescence, eh bien, donc entre 12 et on va dire 15-16 ans, le cerveau fait ça toute la journée. Parce qu'en fait, au moment de l'adolescence, il y a ce qu'on appelle un élagage synaptique. Le cerveau va virer toutes les petites connexions dont il ne se sert pas au profit d'une spécialisation du cerveau. Je vous montrerai une diapo après. Donc nous, on n'est pas plus bête à l'âge adulte, on est simplement plus spécialisé. Mais si, en fait, les petites routes qui ne servent à rien, qui sont virées, sont celles qui auraient pu nous permettre d'avoir une bonne estime de nous-mêmes, eh bien, ça veut dire qu'à l'âge adulte, on n'aura pas forcément des autoroutes de l'information pour avoir une bonne estime de soi. Et si toute mon enfance, j'ai été humiliée, on m'a crié dessus, ou on m'a dit que j'étais nulle, que ça servait à rien que je bouge, eh bien, ce sont ces autoroutes-là que je vais garder dans ma vie future. Donc ce qu'on dit en fait aux autres est très important, la façon dont on s'exprime, la façon dont on regarde les gens, la façon dont on les critique aussi, va leur permettre d'avoir une bonne image d'eux-mêmes ou pas. Alors,
Donc le cerveau, c'est un petit peu comme une maison, hein, si on reprend le modèle de Dan Siegel, et il est en construction. Il ne faut jamais qu'on oublie que le cerveau d'un enfant, il est en construction. La société dans laquelle on vit à l'heure actuelle nous fait croire qu'en fait, nous pouvons demander des choses aux enfants comme celles que nous demandons aux adultes. Alors que c'est juste impossible pour eux de faire ce qu'on leur demande. Notre société, qui vit dans la rapidité, dans l'urgence, ne permet pas, à l'heure actuelle, au cerveau des petits-enfants de se connecter, de se construire sereinement. Nous vivons trop vite, nous avons des exigences trop élevées par rapport à leur capacité psychique et physiologique, et donc, eh bien, nous générons du stress. Alors, ce n'est pas pour culpabiliser, hein, c'est juste pour prendre conscience des choses. Et si voilà, vous pouviez garder une image, eh bien, en règle générale, les enfants que nous avons en face de nous, ils n'ont pas de cortex préfrontal, hein, notamment les 0-6 ans. Il n'y a que le premier étage. Et c'est vraiment la façon dont on va petit à petit amener les informations, la façon dont on va leur parler, qui vont leur permettre petit à petit de grandir sereinement et puis de devenir performants. Moi, je travaille beaucoup sur l'échec scolaire. Alors, l'échec scolaire n'existe pas. Par contre, nous demandons clairement des choses que certains enfants ne peuvent pas faire maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront jamais le faire. Par contre, si à chaque fois qu'ils tentent quelque chose, on leur dit « t'es nul » ou « mais c'est facile, tu devrais y arriver », bah, c'est clair que ça n'arrivera jamais. Hein, parce que ça, ce sont vraiment des phrases qui sont handicapantes pour eux. Et pour nous aussi. Hein. Donc voilà, le sens du traitement de l'information, c'est vraiment celui-là. Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que j'aime ou je n'aime pas? Et enfin, je peux réfléchir, je peux apprendre, je peux prendre des décisions, je peux planifier. Et lui, entre 0 et 6 ans, il est connecté comme ça, jamais plus que ça, quand tout va bien. Alors, donc voilà, alors ça c'est aussi, à chaque fois qu'il y a une information qui rentre, vous voyez, c'est une photo de neurone, hein, ça ressemble un peu à une salade de poulpe. À chaque fois qu'il y a une information qui rentre dans notre cerveau, il y a une petite connexion qui se crée. Si cette information est revue à plusieurs reprises, eh bien ça va devenir une route de l'information. C'est-à-dire qu'on va chercher un petit peu, mais on va finir par trouver. Et puis à un moment, on aura fait cette chose tellement de fois que eh bien, ça deviendra une autoroute de l'information. Alors, si je prends l'exemple de la marche, est-ce que vous savez combien de fois un enfant tombe avant de savoir marcher? Vous diriez combien? 300 fois? On est aux enchères là. Bon, un enfant tombe près de 2000 fois avant de savoir marcher. Et est-ce que vous savez combien de temps ça dure? C'est-à-dire à quel âge il a une marche stable? Pardon? Alors en fait, c'est 5-6 ans en fonction des enfants. Alors quand je parle de marche stable, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'en mêle plus les pinceaux et quand il décide de courir, bah, il ne risque pas de s'en mêler les pieds et de tomber. Donc il s'est entraîné près de 2000 fois et ça a duré 5 à 6 ans. Est-ce que quand il a commencé à apprendre à marcher, est-ce qu'on lui a dit « Non mais laisse tomber, quoi, ça ne sert à rien, tu vois bien que ça ne marche pas ». Est-ce qu'on lui a dit ça? Non. Est-ce qu'on lui a dit « Mais regarde ta sœur, elle met un pied devant l'autre, c'est quand même pas compliqué ». Est-ce qu'on lui a dit ça? Non. Est-ce qu'on lui a dit « Mon Dieu, mais si tu n'arrives pas à marcher, tu vas finir par ne pas y arriver ». Est-ce qu'on lui a dit ça? Non plus. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on l'a encouragé. Quand il tombait, qu'est-ce qu'on a dit? Badaboum, on se relève et on repart. On va faire un petit saut dans le temps. On arrive à la maternelle. Alors, la maternelle, qu'est-ce qui est important en maternelle, à l'entrée en maternelle? La propreté. Alors, début juillet, on se dit 2 mois, finger in the nose, tout va bien se passer. Et puis, le mois de juillet se passe et rien ne se passe. Petite tension qui commence à monter. On se dit, non, mais j'ai encore tout le mois d'août. Le mois d'août arrive à la moitié et il n'y a toujours rien. Donc là, on est comment, là? Ben là, on a commencé à stresser. Et est-ce que ça arrange les choses de stresser?
Non, parce qu'en fait, le stress, on va le refiler, ça s'appelle la résonance émotionnelle, on va le refiler à notre enfant. Et plus on va être stressé, eh ben, moins il va y arriver. Et qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là, quand il n'arrive pas, il est en plein jeu et pof, accident. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, c'est pas grave, ça sera mieux la prochaine fois. On lui dit ça? Alors ça dépend, mais en règle générale, on lui dit, punaise, c'est quand même pas compliqué, quand tu as envie de faire pipi, tu vas aux toilettes. C'est ça qu'on dit. Est-ce que ça marche? Non. Donc en fait, on a généré du stress, et donc a priori, ben, à la rentrée, il ne sera pas propre. Et donc nous, on va stresser parce qu'on va s'en prendre plein la tête à l'école. On fait un nouveau bond dans le temps. On passe à l'entrée au primaire. Alors en CP, quand à la Toussaint, mon enfant n'a toujours pas compris que P et A, ça fait pas. Qu'est-ce que ça génère chez nous? Ben, on commence à se dire, oh là là, la galère commence, ça va devenir compliqué, d'autant plus qu'on ne nous aide pas à côté en nous disant, bah, écoutez, je ne comprends pas, hein, parce qu'il n'avance pas en même temps que les autres, peut-être qu'il faut commencer à se poser des questions, etc., etc. Donc en fait, il est à peine rentré au CP que, parce qu'en fait, c'est peut-être simplement pas le moment pour lui d'apprendre ça, eh bien, on a installé du stress, et dès qu'il y a du stress, il n'y a plus d'apprentissage. Hein. Donc, et entre 0 et 6 ans, je rappelle, le cerveau est connecté comme ça, et jamais plus que ça, et il n'y a quasiment aucune autoroute de l'information, il n'y a que des petits chemins dans la forêt. Et quand il n'y a que des petits chemins dans la forêt, eh bien c'est compliqué d'apprendre les choses et surtout de les apprendre vite. Parce qu'en fait, entre 0 et 6 ans, les enfants apprennent des milliards de choses en même temps. Nous, comme on n'a que des autoroutes de l'information, quand on voit un nouveau truc, alors bon, si c'est quelque chose qu'on n'aime pas, on va avoir un peu de résistance, mais globalement, si on s'entraîne un petit peu, ça va arriver assez vite. Et donc comme ça arrive assez vite, on pense que pour les enfants, c'est la même chose. Mais pour les enfants, c'est pas du tout la même chose, parce qu'en fait, eux, comme ils n'ont que des micro-routes de l'information, il n'y a presque rien qui est automatisé, donc il peut y avoir ce qu'on appelle des surcharges cognitives en permanence. Et dès qu'on installe du stress, là où il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'apprentissage. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrive à intégrer, parce qu'en fait, en stressant nos enfants, on les fait ralentir. Alors que si justement on leur dit on a tout le temps et ça viendra à un moment ou à un autre, là on va être un petit peu plus, en fait on va leur permettre de réussir plus facilement. Et c'est ça qui est compliqué parce que dans le monde moderne dans lequel on vit, est-ce qu'on a le temps de la lenteur? Non. Hein, on est pressé de partout pour que ça aille vite et que ça se fasse vite. Et donc, par ricochet, nous, on va stresser nos enfants qui, du coup, vont commencer à stresser. Alors, il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Nous avons la primeur d'être parmi les pays du monde occidental où les enfants sont le plus stressés. Voilà, je crois même qu'on est les premiers. On est également le pays où il y a le plus de harcèlement. Donc c'est pas qu'on n'est pas moins mauvais que les autres, mais il y a sans doute des petites choses qu'on ne fait pas comme on devrait faire. Donc ce qu'on doit retenir pour les petits-enfants, eh bien, c'est que nous sommes des semeurs. Et que ce qu'on installe avec eux, eh bien, ça va grandir, mais ça va grandir lentement. Et que c'est pas parce qu'ils ne font pas les choses dans la grille dans laquelle elle nous a été indiquée par le médecin que c'est foutu. Parce que cette grille aussi, à tel âge on fait ci, à tel âge on fait ça, à tel âge on fait ça, on sait aujourd'hui qu'elle n'a pas de valeur. Je travaille aussi beaucoup sur ce qu'on appelle la neurodiversité. Tout le monde n'apprend pas au même moment, à la même vitesse. Et si on laisse aux enfants le temps de faire les choses au moment où c'est bon pour eux, on aura beaucoup moins de problèmes dans les apprentissages notamment. Alors, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? Alors, l'estime de soi, c'est l'aptitude que toute personne a à éprouver un sentiment favorable à son propre égard. Donc, ce sentiment c'est comme un baromètre et c'est une valeur qu'on se donne.
Alors on va faire un petit test. Donc j'ai repris le modèle de Christophe Andrier avec son tabouret. Hein, donc en haut l'estime de soi. Et puis il y a 3 piliers. Il y a la vision de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Alors je ne sais pas si vous voyez, si ça se voit quand même. Alors là j'aimerais bien que vous réfléchissiez. Donc la vision que vous avez de vous-même, quels sont vos points forts? Alors c'est un exercice que je fais systématiquement dans tous les ateliers et toutes les formations que je fais. Et si je vous demandais quels sont vos défauts, ça viendrait beaucoup plus vite. Hein. Donc déjà, là, ça bug un peu, hein, parce que si on n'est pas en capacité de voir quels sont nos points forts, c'est un petit peu problématique. Ensuite, est-ce que vous êtes aimable? Et qu'est-ce qui vous rend aimable? Là, vous êtes aussi capable de trouver des choses ou c'est compliqué? Et le dernier, est-ce que je suis capable? Est-ce que vous vous sentez capable? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous osez? Est-ce que vous entreprenez, y compris des choses qui vous paraissent difficiles? Est-ce que c'est facile pour vous? Alors, en règle générale, pour beaucoup d'entre nous, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc, même si on a les compétences, beaucoup d'entre nous, on va se dire « Non, mais en fait, je ne le vaux pas ». Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre enfance, on nous a toujours signalé ce qui n'allait pas, mais on ne nous a pas signalé ce qui fonctionnait. Et comme on ne nous a pas signalé ce qui fonctionnait, eh bien, on s'est focalisé sur nos erreurs. Une de mes filles est en ce moment en Erasmus en Irlande. Et elle a reçu ses premières appréciations. Alors en général, hein, elle est en droit. En général, en France, mais même avant le bac, hein, quand quelque chose n'allait pas, on avait juste comme commentaire mal dit ou hors sujet ou développe plus. Des informations qui, c'est parlant. Non, en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors que là, en fait, elle m'a envoyé le commentaire du professeur qui a souligné tous les points forts en les nommant, en lui disant ça, c'était une bonne idée d'avoir trouvé ça, ça, c'était une bonne idée d'avoir fait ça, et ce développement-là correspond bien à ce qui était demandé. Et en dernier, elle a dit, et pour la prochaine fois, est-ce que tu pourrais améliorer ça, ça et ça? Voilà, j'ai failli en pleurer, parce que si eux arrivent à le faire, pourquoi pas nous? Eh bien, avec nos enfants, ça va être la même chose. Plutôt que de signaler toujours ce qui ne fonctionne pas, eh bien, on va petit à petit apprendre à dire ce qui fonctionne, ce qu'on ne fait jamais. Est-ce que, je sais pas, quelqu'un vous laisse une place, par exemple, vous essayez de vous garer dans un parking et il y a une voiture qui passe devant vous, qui se gare et puis qui réalise que, en fait, c'est vous qui étiez là la première, qui recule et qui vous laisse. Est-ce que vous lui dites merci? Alors c'est rare, mais ça arrive. Est-ce que vous lui dites merci? Alors oui, mais pas tout le monde. Hein. Et en fait, quand les choses se passent bien, on ne dit pas que ça va bien. Par contre, quand ça ne va pas, on le dit systématiquement. Donc il faut vraiment qu'on apprenne, et ça c'est un truc qui va être compliqué, parce que ce n'est pas dans notre culture, il va falloir qu'on apprenne à dire quand ça va bien. Parce que dans un jardin, si vous voulez faire pousser des tomates, est-ce que vous arrosez les mauvaises herbes qui sont à côté? Non, on arrose les tomates. Donc, si on arrose en permanence ce qui ne va pas, eh bien, on fait ce qu'on appelle un renforcement des comportements inadéquats. Hein. Et le cerveau du petit enfant, je rappelle, il est connecté comme ça quand tout va bien. Quand il est un peu stressé, il est connecté comme ça. Donc, si je ne lui indique que ce qui ne va pas, eh bien, il va continuer à faire ce qui ne va pas. Alors que si je lui indique le bon comportement, si je lui indique ce qu'il faut faire, eh bien, petit à petit, il va s'y mettre. Alors, je suis valable, ça parle de quoi, je suis valable? Est-ce que je sais voir mes qualités et mes défauts sans prétention et sans culpabilité? Alors, sans prétention par rapport à mes qualités et sans culpabilité par rapport à mes défauts. Est-ce que vous êtes en capacité, le soir, quand vous vous scannez, qu'il y a des choses qui ne sont pas très bien passées pendant la journée, de vous dire « Bon, ça, j'ai pas été très bon. Comment est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Et ça, j'ai été plutôt bon, mais bon, il ne faut pas non plus que je prenne la grosse tête. » Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement? Un petit scan personnel?
Et est-ce que c'est confortable de le faire? Alors, on commence à parler d'une notion qui s'appelle la réflexivité, c'est-à-dire notre capacité d'adaptation une fois devenu adulte. Et pour pouvoir être réflexif, adaptable, eh bien, il faut être en capacité de faire le bilan de ce qui s'est passé dans nos journées, surtout quand il y a eu des conflits, en fait, de voir quelle est notre part de responsabilité dans ces conflits et quelle est la part qui appartient aux autres. Parce qu'en fait, face à une difficulté, il y a deux types de comportements. Il y a le paillasson et il y a le porc-épic. Donc le paillasson, lui, quand il se passe quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'il se dit? Je suis nul, je ne vaux rien, ça ne marchera jamais. De toute façon, je savais bien qu'on ne pouvait pas me faire confiance. En fait, tout ce discours intérieur, en fait, qui va nous bloquer littéralement dans l'action. Et puis le porc-épic, lui, qu'est-ce qu'il fait? Et bien le porc-épic, il attaque. Et en fait, le porc-épic, c'est jamais de sa faute. Donc c'est toujours des causes externes. C'est jamais lui. Donc il y en a un, en fait, il va tout prendre sur lui, et l'autre, c'est jamais de sa faute. Donc dans les deux cas, on ne peut pas progresser. Et la fois suivante, face à la même situation, ou une situation un peu approchante, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, il y aura un refus d'obstacle. Parce qu'on ne va pas se retrouver à nouveau face à une situation qui va nous mettre en danger au niveau justement de l'estime de soi, de l'image qu'on essaie malgré tout de se construire, surtout si dans notre enfance, on en a pris plein la tête. Parce qu'on bougeait trop, parce qu'on répondait, parce qu'on ne faisait pas les choses comme il fallait faire, etc. etc. Arrivé à l'âge adulte, la plupart d'entre nous, dans cette salle, on n'a pas une très bonne image de nous-mêmes et c'est un peu parfois compliqué d'avancer comme ça. Alors, pour pouvoir accompagner les enfants, nous, ce qu'on propose, ça nous vient du Canada, c'est de décrire, en fait, avec nos 5 sens. Et donc, quand on doit donner une information, que ce soit un compliment ou une critique, on va le faire en décrivant. Parce qu'on différencie bien, en fait, le comportement de la personne. Quand je dis à un enfant, tu es sale, tu n'es pas sage, tu ne fais pas ce que tu dois faire, qui est-ce que j'attaque? L'enfant. Alors que si je parle du comportement, de ce qui a été fait, là, en fait, je vais parler du comportement et donc la personne pourra ne pas être très confort et satisfaite, mais en tout cas, je ne l'ai pas attaquée, elle, directement. Donc, avec les 5 sens, on va entendre les choses, on va voir les choses, on va sentir les choses, on va utiliser le toucher aussi, et puis, parfois, on va goûter. Alors, pour complimenter, ça peut donner ça, en fait. Pour complimenter, parce que, alors, en fait, le compliment évaluatif a les mêmes désagréments que la critique évaluative. C'est quoi un compliment évaluatif? Tu es belle, tu es géniale, tu es extraordinaire. Si quand vous êtes arrivé, je vous ai dit « Oh, qu'est-ce que vous êtes belle aujourd'hui !» Qu'est-ce qui serait passé tout de suite dans notre tête? En fait, alors soit je me serais dit « Qu'est-ce qu'elle me veut ?» Soit je me serais dit « Elle ne m'a pas vu ce matin, hein. J'ai dû mettre 1 tonne de fond de teint pour pouvoir avancer. » À chaque fois qu'on fait un compliment évaluatif, en fait, la plupart du temps, parce qu'il y a des gens qui prennent, hein, mais la plupart du temps, ça va générer en fait soit un discours contre nous, soit un discours porc-épic, donc qu'est-ce qu'elle me veut, hein. Donc c'est important que nos compliments soient également descriptifs. Donc pour le goût, mais il y a eu un bug dans ma présentation, voilà. Donc pour le goût, je goûte. Le gâteau que tu as cuisiné avec mamie a un bon goût de chocolat. Quand je touche, tes mains sont bien lavées, elles ne collent plus. Quand je sens, après ce shampoing, les cheveux ont une odeur que j'aime bien, parce que c'est mon avis, hein, lui peut-être qu'il n'aime pas. Et puis je vois aussi, hein, je suis contente, la boîte de puzzle est sur l'étagère. Hein, pour en fait nommer ce qui a fonctionné et donc pouvoir permettre à l'enfant d'identifier ce qui fonctionne bien.
Parce qu'en fait, là, il ne va pas se dire, en fait, finalement, je prends l'exemple des dessins. Hein. Quand un enfant arrive avec un dessin et qu'il y a un gros gribouillis, qu'est-ce qu'on dit en général? Alors, il y en a qui disent c'est moche. Mais la plupart du temps, on dit waouh, super! Et donc, quand il revient 2 minutes après, avec un nouveau dessin, qui cette fois-ci a été... Parce que peut-être qu'il s'était appliqué pour le précédent. Hein, en fait, il va revenir et revenir avec des dessins de moins en moins construits. Et quand je dis construit, un enfant qui crayonne, ça peut être une production de sa part. Eh bien, en fait, il n'est pas en capacité d'identifier ce qui est bien. Alors que si je décris, je vois des crayons, je vois des couleurs vertes, des couleurs jaunes, des couleurs oranges, je vois des zigzags, je vois des points. Là, en fait, on va décrire ce que l'enfant a fait. Et donc, il va pouvoir, alors, entre zéro, quand ils se mettent à dessiner, ils ne vont pas se dire oui, je suis quelqu'un de valable et je vais devenir artiste, bien évidemment. Mais en fait, ça installe quand même un sentiment de reconnaissance. Alors, pour critiquer, eh bien, il va se passer exactement la même chose. On va toujours prendre nos 5 sens pour pouvoir décrire. Donc, si le gâteau a reçu vraiment beaucoup trop de sucre, je dis ce gâteau a reçu trop de sucre. Pour le toucher, ses mains ont besoin d'un bon lavage. Et pour les odeurs, l'odeur de cette couche n'est pas agréable, on doit la changer. Et pour la vision, eh bien, la boîte de puzzle se range sur l'étagère. Je vais donner de l'information. Et ce qu'on a tendance aussi à faire, nous, adultes, avec les enfants, déjà, qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand les enfants ne font pas ce qu'on veut qu'ils fassent? Alors, on s'énerve, mais surtout, on part dans d'énormes explications. On explique le pourquoi, du comment, du truc, du bidule, du machin, du chouette, du chose, parce que tu comprends, machin, etc. Je rappelle qu'il est connecté comme ça, jamais plus que ça. Donc, avec des micro-chemins, il n'est pas en capacité de comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. Et puis, parce que généralement, quand on dit ça comme ça, on est zen, ou on commence à être un petit peu énervé. On est un petit peu énervé, donc c'est bon. Résonance émotionnelle, lui, il l'a prise. Et il est déjà plus en train de nous écouter. Donc, avec un petit enfant, même chose pour les ados, parce que je rappelle, le cerveau est en restructuration. On va être très précis et on va donner une seule information à la fois. Donc, par exemple, si on doit s'habiller, eh bien, on va éviter de dire tu mets le manteau, après tu mets les gants, et ensuite le bonnet, et puis après l'écharpe. On va dire on commence par mettre les chaussures, on attend que les chaussures soient mises, on met le manteau, on attend que le manteau soit mis, etc., etc. Les informations les unes après les autres, parce que son cerveau, qui n'a que des micro-routes, n'est pas en capacité d'intégrer trop d'informations à la fois. Lui, il est vraiment dans le tâche par tâche, et s'il y a trop d'informations, il y en a la moitié qui vont se perdre. Parce que si je prenais un petit chemin pour aller à Paris, qu'est-ce qui risquerait de m'arriver? De me perdre. Et puis ça va être long. Et donc, c'est la même chose pour les informations avec la petite enfance. Si je donne trop d'informations en même temps, ou si mon enfant est en train de faire quelque chose qui capte toute son attention, eh bien, je vais le perdre. L'information, elle va se perdre. Ou alors, elle va être très lente. Et nous, généralement, on veut des réponses tout de suite. Mais le temps que ça chemine dans la tête, vous avez vu, il n'y a pas d'autoroute de l'information. Donc, ça ne peut pas agir rapidement. Eh bien, ça va prendre du temps. Donc, vraiment, critiquer, mais de façon descriptive, ce qu'on voit. Et on critique le comportement, mais pas l'enfant. Donc, tu n'as pas rangé ta chambre. C'est une critique descriptive ou une critique évaluative? Évaluative. Tu manges n'importe comment. Évaluative. Et si à table, je sais pas, j'imagine, vous êtes un peu stressé, ou je sais pas, il y a un truc, et en fait, pendant que vous mangez, ça tombe sur votre chemisier. Et qu'en face de vous, quelqu'un vous dise, mais tu manges n'importe comment. Qu'est-ce que je vais avoir envie de lui faire? Déjà de quitter la table. Parce que j'ai plus envie d'être en face de lui. Et ensuite, quand je reviendrai dans un endroit où cette personne est là, est-ce que ça va être facile? Non, parce que je me suis sentie jugée. Et donc,
ben, dans ma tête s'est installée la notion que cette personne est potentiellement dangereuse et donc que j'ai plus envie de la voir. Hein. Donc ça, c'est aussi ce qui se passe avec nos enfants. Hein. Plus en fait on va faire des critiques, plus ça va devenir compliqué pour eux de venir nous voir, de nous expliquer des choses, de nous demander de l'aide. Hein. Ensuite, on va essayer de supprimer les mais, autant que faire se peut, parce que tu as rangé les livres, mais tu as oublié les vêtements. Ben, ça va être un petit peu compliqué. Alors que si je dis tu as rangé les livres et maintenant on va ranger les vêtements, et bien là, en fait, hein, alors je dis pas qu'il va dire oui, bien sûr. Par contre, ça ouvre un petit peu la porte. Alors, petite astuce, avec les tout petits, ranger en musique, c'est carrément génial. Et moi, quand les enfants étaient petits, je mettais la musique de Mary Poppins, là, quand elle range la chambre des petits-enfants. Et donc, ça se passait un peu plus dans la joie. Parce que généralement, quand on veut ranger quelque chose, comment on arrive? Est-ce qu'on dit « Waouh, on va ranger aujourd'hui » On fait ça? Non. Comment on fait? Ben, généralement, bon, maintenant, il va falloir ranger ce bazar. Hein. Et alors, si j'arrive dans votre bureau et que je vous dis, bon, maintenant, il va falloir ranger ce bazar, hein, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, a priori, il ne va pas se passer grand-chose. Et vous allez commencer à ruminer contre votre boss ou contre votre supérieur ou je ne sais pas qui. Ben là, il va se passer exactement la même chose. Donc, si on rend les choses pénibles, on est d'accord, mais un petit peu plus fun, ben, on aura plus de chances d'être suivi. Hein, dans ce qui va se passer. Donc le « et », c'est vraiment un plus. Et puis, si on peut mettre justement un petit peu de joie, un petit peu de légèreté dans les trucs compliqués, ça ne sera pas négatif. Alors voilà, je vous mets tout de suite dans le bain. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Non, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire? Prendre une photo, ouais. Comme le papa, là, ou la maman, je ne sais pas qui a pris la photo. Non, mais franchement, là, qu'est-ce qui se passe en vous, là? Vous venez de repeindre vos toilettes, franchement. Donc là, il se passe quoi? Vous vous dites, oh, un futur artiste, Picasso est bientôt là. Vous dites ça? Non, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Eh bien, d'exploser. D'accord? Et en plus, qu'est-ce qu'il fait le petit bonhomme, là? Il rigole. Alors, quand un enfant nous rigole alors qu'il vient de faire une bêtise, qu'est-ce qu'on se dit? Et en plus, il se fout de moi. Alors, je vais parler du sourire social. Vous savez ce que c'est le sourire social? Alors, quand un enfant est petit, qu'il pleure, qu'il n'est pas bien, on l'a dans les bras, hein, quand c'est un bébé. Et quand il va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On dit, mais oui, ça va aller, mais t'inquiète pas, tu vas voir, ça va s'arranger. Il a un petit peu grandi, donc on ne le prend plus dans les bras en lui disant « mais t'inquiète pas, ça va s'arranger ». Alors, donc, en fait, il a appris que quand quelque chose est difficile, c'est bien de sourire. Parce que, ne nous y trompons pas, nous faisons exactement la même chose. Sur la route, on imagine, vous avez passé un stop et pas de peau, il y avait les gendarmes ou la police. Donc, vous vous arrêtez. Et quand vous ouvrez votre fenêtre, est-ce que vous lui dites « Pourquoi vous m'arrêtez » Vous lui dites ça? Non, qu'est-ce que vous faites? Un joli sourire social pour essayer de rétablir la situation qui commence à déraper. Voilà. Donc, clairement, quand un enfant nous regarde après avoir fait une bêtise, ça n'est pas pour nous avoir, ça n'est pas pour nous tester, ça n'est pas pour braver notre autorité, c'est simplement qu'il sent que ça part en live et donc qu'il essaie de rétablir la situation comme il peut. Voilà, donc, alors, l'autre petite astuce, c'est que, bon, effectivement, là, on peut avoir un coup de sang, hein, je dis pas, hein, je dis pas qu'il faut être Bouddha level 24, là, surtout si ça vient d'être peint, on peut avoir des petites vapeurs. Par contre, ce qu'il faut qu'on ait conscience, c'est que il va falloir qu'on fasse redescendre la pression. Parce que, je reprends l'exemple du boulot, il y a un truc que j'ai pas bien fait. Si mon patron arrive et me regarde comme ça, c'est quoi ce boulot? Qu'est-ce que je vais avoir envie de faire? Bon, alors soit je déprime, soit je pars. Hein, voilà, c'est toujours l'une ou l'autre solution. Donc là, en l'occurrence, eh bien, il va falloir petit à petit qu'on apprenne à ne plus faire les gros yeux.
Ça, c'est un truc qu'on travaille. Nous, on travaille pas mal sur quelque chose qui s'appelle le trouble d'opposition avec provocation. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est ces enfants qui sont toujours dans l'opposition. Alors, il y a un médecin qui s'appelle Olivier Revol qui a fait une proposition que je trouve fort sympathique. C'est-à-dire que quand on a un enfant qui est très expérimentateur, alors moi, je préfère l'appeler expérimentateur plutôt que bêtisier, hein, on verra après pourquoi. Donc, c'est un enfant qui fait beaucoup d'expérimentation. Et nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on fait? J'en avais un à la maison. Hein. Il ouvrait tout, il montait partout, il sortait tout. Enfin, c'était... Et donc, je passais mon temps à dire quoi? Non, 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 non. Et un enfant, ça apprend comment? Par imitation. Et donc, j'ai appris à mon fils à dire non. Parce que les noms, une fois, je me suis amusée à les compter, je pouvais en dire une centaine dans la journée. Et donc, lui, il n'entendait que ça. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à inverser mon vocabulaire, eh bien, les choses ont commencé à évoluer. Et quand j'ai commencé aussi à réguler mon flux énergétique au niveau des colères, les choses ont aussi commencé à s'améliorer. Et donc, froncer les sourcils quand quelque chose ne va pas, eh bien, ça va renforcer, notamment chez les expérimentateurs, l'envie de faire le truc. Et en plus, par mimétisme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont froncer les sourcils en nous regardant. Et là, qu'est-ce qu'on va se dire? En plus, il est insolent. Alors que c'est moi qui viens de lui apprendre à le faire. Donc, je vais vous proposer un petit exercice pour faire redescendre la pression. Vous allez vous lever. Et puis, vous allez vous mettre comme ça. Vous allez mettre les bras en avant. Alors, ça, c'est un exercice qui a été proposé par un coach américain qui s'occupe des cadres du CAC 40 pour qu'ils arrivent détendus à leur conseil d'administration. OK ? Donc vous allez vous détendre pour les enfants. Donc vous pensez en avant et puis vous faites... J'entends rien du tout. Hein. On recommence. OK, merci. Vous pouvez vous rasseoir. Alors... Donc, qu'est-ce que ça a fait dans votre corps? Qu'est-ce que ça a fait dans votre corps? Ben, il y a eu un petit fourmillement, on est d'accord. Il y a une énergie qui est sortie. Si vous étiez un petit peu tendu, normalement, en tout cas, je l'espère, ça vous a détendu. Et il s'est passé un autre truc, c'était quoi? Vous avez ri. Et en fait, dès que vous avez ri, votre cerveau s'est mis à produire de l'endorphine, de la sérotonine, etc., etc. Toutes les hormones dites du bien-être qui vous ont détendu et qui vont vous permettre... Donc, hein, là, j'aime beaucoup l'image de Dany Beaulieu, qui est une psychologue canadienne, qui dit, dans la vie, soit on est diplomate, soit on est automate, soit on est primate. Alors, en fait, des diplomates, même ceux qui font des années... De communication bienveillante, de yoga et de trucs en situation de danger. La plupart du temps, on est automate. On peut être légèrement au-dessus de l'automate, et en général, face à un danger, il faut quelques millièmes de seconde pour atterrir au niveau du primate. Donc, il faut en prendre conscience. Et dès qu'on sent que ça commence à monter, il faut faire un stop et prendre la décision de se préparer ou reporter. Donc si on arrive, parce que vous allez me dire, ouais, mais je ne vais pas faire ça à la maison. Alors moi, je vous le conseille, parce que je l'ai fait avec mes enfants. Il y en a une qui m'a dit, t'es folle. J'ai dit, j'assume. Sauf qu'un jour, en fait, en passant devant sa chambre pour aller chercher un petit thé, je l'ai vue devant son bureau en train de faire. Et là, je me suis dit, yes. Mais je ne lui ai pas dit, parce que sinon, elle aurait perdu la face et j'aurais eu plus de problèmes. Donc voilà, c'est vraiment des petites choses qu'on peut donner. Et après, en fait, là, il y a un effet qui se coule. C'est que la prochaine fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais le fait d'y penser, ça va vous permettre, en fait, de vous détendre assez rapidement. Donc, face à une crise, soit je suis capable de me préparer, soit je reporte. Donc là, dans l'idéal, ça serait de dire, je ne suis pas du tout contente, mais si je le dis, si je gère le truc maintenant, il n'y a que des couteaux qui vont sortir, donc on le fera plus tard. Hein. Et on peut prendre... Alors, soit on est vraiment trop énervé et on peut déléguer à quelqu'un pour laisser l'enfant à quelqu'un d'autre et on va se calmer. Soit on le prend avec nous et on dit on va chercher un chiffon et puis on va commencer à nettoyer. Hein. Donc, l'idée de base aussi, c'est pas
de feutre indélébile avec des petits-enfants à la maison. Adaptation de l'environnement. Sinon, on peut avoir de mauvaises surprises. Donc voilà, se préparer ou reporter. Et chacune de nos mimiques, nos enfants vont les reproduire. Hein. Donc si j'ai un enfant qui est très expérimentateur, que je passe mon temps à lui dire non ou à lui faire les gros yeux, eh bien, il va apprendre à dire non et à faire les gros yeux. Et c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est simplement qu'on nous lui avons appris à le faire. Hein. Donc il faut qu'on trouve d'autres petites astuces. Alors, on va aussi changer notre vocabulaire, parce que le vocabulaire, ça oriente vraiment notre regard sur tout ce qui se passe. Donc moi, je vais vous proposer des petites phrases qu'on se dit assez généralement hein, sur les enfants. Donc, quand on a un enfant qui fait beaucoup de colère, on dit « mon enfant est colérique ». Quand on a un enfant qui dit « oh là là, qui est têtu », on dit « mais cet enfant est vraiment têtu ». Quand on dit « quand il est timide », mon enfant est timide, il n'ose pas. D'ailleurs, c'est embêtant parce que dans les groupes, il se met à part, etc. etc. Quand il fait une bêtise, je lui dis « je t'avais prévenu ». Et puis, quand il fait n'importe quoi, qu'est-ce que je pense de mon enfant ? C'est pas le mien, ouais. C'est ça. Enfin, on se fait tout petit et voilà. Moi, à une époque, je n'allais même plus dans les centres sociaux pour avoir un petit peu de temps, parce qu'en fait, ils faisaient tellement de coups que quand même parfois on m'appelait avant la fin en me disant est-ce que vous pouvez venir chercher votre fils parce que là on peut plus. Donc voilà, donc il a fallu que je fasse autrement. Alors moi, je vais vous proposer de justement modifier ces phrases qui polluent vraiment notre état d'esprit. Donc à la place de mon enfant est colérique, peut-être que je pourrais me dire il a besoin d'apprendre à se contrôler. Par rapport à cet enfant est têtu, je pourrais me dire il doit apprendre la souplesse. Et donc qui va lui apprendre ? Nous. Et alors un enfant c'est mimétique. Donc peut-être qu'en fait il a appris ça de nous. Alors, mon enfant est timide, il a besoin de prendre de l'assurance. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver pour qu'il ait un petit peu plus d'assurance ? Et à la place de « je t'avais prévenu ». Alors, celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, comme mes enfants étaient très expérimentateurs, à chaque fois qu'ils tombaient, qu'ils se faisaient mal, que ça finissait mal, j'arrivais et je disais « je t'avais prévenu ». On est beaucoup à l'avoir fait ? Quasiment tous. Et puis à Strasbourg, au parc de l'Orangerie, j'ai rencontré une Américaine qui est devenue une bonne amie, qui un jour, au bout de 2 mois, vient me voir et me dit alors tu sais, nous, aux États-Unis, en fait, quand une enfant fait des choses qui ne vont pas, on lui dit plutôt ça. Qu'as-tu appris ? Et là, je me suis sentie un peu bête. Parce que je t'avais prévenu, ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que tu n'es pas obéissant, qu'on ne peut pas te faire confiance et que tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Donc en fait, là, je ne suis pas en train de générer une situation d'autonomie d'un enfant qui est en capacité de réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Alors que quand on utilise la phrase « qu'as-tu appris ?», en fait, là, je le mets un petit peu plus en marche pour que la prochaine fois, parce qu'on est d'accord, on ne peut pas être partout, tout le temps, donc de toute façon, il va recommencer. Et en plus, plus on interdit quelque chose, plus on le fait. C'est valable aussi pour nous, les adultes. Je rappelle qu'il est interdit de rouler au-dessus de 130 sur l'autoroute. Tout le monde roule à la bonne vitesse, au bon endroit ? Non. Dès que quelque chose est interdit, en fait, ça génère chez nous l'envie d'aller contre cette interdiction. Donc clairement, c'est pas la bonne chose. Donc ça va être bon, ok, il y a plein de choses à faire dans ce parc. Je peux pas être sans arrêt derrière toi. Donc qu'est-ce que tu as appris de la dernière fois ? Et la prochaine fois, dans la même situation, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Une fois, j'ai retrouvé mon fils, j'ai tourné la tête 2 secondes pour m'occuper de 2 de mes filles. Il est sorti du petit enclos, j'ai toujours pas compris comment, et il est monté dans un arbre. Donc j'ai cherché partout. Et à un moment, j'entends « Maman !» Donc je regarde au sol. Et puis à un moment, je regarde en l'air. Et là, il était monté à près de 2 mètres quand même. Alors j'ai eu un coup de sang, bien évidemment. Mais j'avais déjà un petit peu appris à me réguler. Et donc je dis « Oh, comme tu es habile !»
Et maintenant, comment fait-on pour redescendre? Voilà, et donc il a réussi. Et après cet épisode, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je l'ai inscrit dans un cours d'escalade pour qu'il apprenne en fait la sécurité, parce que si je lui avais fait la morale et que je lui avais donné des conseils, je pense que ça serait rentré et ressorti, alors que là, il a appris à positionner son corps, à s'assurer, sans trop de difficultés. Et à la place de « il a fait n'importe quoi », peut-être qu'on pourrait dire « il a fait une expérience qui s'est mal terminée ». Hein, parce que si je dis sans arrêt de mes enfants ou des enfants avec lesquels j'évolue, il ne fait que des bêtises. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de les punir pour que ça s'arrête. Or, la punition, ça ne marche pas. Si la punition, ça marchait, les prisons seraient vides. Elles débordent. Donc, ça ne marche pas. Alors que une expérience qui s'est mal terminée, eh bien, on va pouvoir permettre à cet enfant de réparer, hein, d'améliorer la situation et donc eh bien, de regagner la confiance des uns et des autres et puis de ne pas se sentir nul. Et donc la prochaine fois, peut-être de réfléchir avant de faire. Mais je rappelle qu'entre 0 et 6 ans, réfléchir, c'est compliqué. Hein, d'accord ? Hein, la planification, la réflexion, c'est quelque chose qui arrive bien plus tardivement. Même nous, parfois, c'est compliqué, la planification et la réflexion. Alors, un petit enfant, c'est pas dans son escarcelle, il n'est pas en capacité de le faire pour l'instant. Et donc, c'est nous qui devons l'accompagner dans cette construction, en fait, de sa pensée et de sa façon de faire. Alors après, ça peut aussi être des petites phrases dans notre vie de tous les jours. Hein. J'ai beaucoup aimé un livre qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Ne me dites plus jamais bon courage, de Philippe Bloch. C'est un tout petit fascicule que je vous recommande. Et dans notre langage de tous les jours, eh bien, nous aussi, on a des progrès à faire. Parce que en France, quand on veut créer une boîte, tout le monde nous dit qu'on prend un risque. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit dans le monde anglo-saxon? Est-ce que vous savez? Eh bien, eux, ils disent « you take a chance ». On n'est pas tout à fait au même niveau. D'un côté, c'est dangereux, de l'autre, waouh, quelles opportunités. Ensuite, donc, le livre « Bon courage », il l'a appelé comme ça parce qu'en fait, il est coach. Et un jour, il était à la Défense, dans une grande tour. Il avait rendez-vous avec les patrons. Et à chaque fois que les gens sortaient de l'ascenseur, à chaque étage, les gens se disaient « bon courage ». Et donc, lui, il s'est dit « mon Dieu ». Où est-ce que je suis? Et en fait, il s'est avéré que la boîte était à peu près normale. Mais moi, j'ai refait cette petite expérience. Alors, j'ai enseigné 2 ans et je faisais souvent l'accueil au partail. Et quand enfin, pas tous, hein, mais quand même pas mal de parents, quand ils laissaient leurs enfants rentrer dans l'école, ils leur disaient « bon courage ». Et là, je me disais, alors en fait, je pense que je vais les pendre, je vais les menotter, je vais les fouetter. Donc comme ça, peut-être que effectivement, le bon courage sera à la mesure. Plutôt que de dire, bonne journée, enjoy, quoi, enjoy your life, prends du bon temps, mais plein de choses intéressantes dans ta tête. Hein, ça, on change en fait notre façon de regarder les choses. Ensuite, à chaque fois qu'on nous propose des solutions, tout de suite, notre cerveau se met en marche pour dire, le problème, c'est que. Alors moi, ce que je vous propose la prochaine fois, ça serait peut-être de dire, une autre solution pourrait être, si je ne suis pas d'accord avec la solution qu'on m'a proposée. Et enfin, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, on se dit quoi? C'est vraiment j'ai laissé des points de suspension. Je pourrais peut-être me dire, il a besoin de temps pour accepter cette information. Voilà, c'est différent. Mais du coup, moi, ça ne me met pas en colère et ça ne me donne pas envie de me venger ou de ne plus voir cette personne. Et donc, je change de posture. Et petit à petit, déjà, ça me permet de m'apaiser aussi quand j'en rencontre. Et de plus me... Il y a un excellent bouquin qui a été écrit par un philosophe qui s'appelle « Que faire des cons ?» Ça y est, je l'ai dit, qui en fait décrypte que on est toujours le con de quelqu'un d'autre. Donc si on change notre façon d'être et de voir les choses, eh bien ça peut vraiment faire évoluer les choses. Hein. Donc l'autre est différent, il pense différemment, mais si je le vois comme un ennemi et pas comme quelqu'un qui pourrait éventuellement évoluer, c'est sûr qu'il va pas évoluer. Alors ensuite, je suis aimable.
Qu'est-ce que c'est je suis aimable? Je suis aimable, c'est de ne pas me sentir, de ne pas avoir l'impression d'avoir une étiquette sur la tête. Est-ce que certains d'entre vous ont des étiquettes? Dire, elle est bavarde. Non, mais elle est prétentieuse. Non, mais elle, de toute façon, elle est saoulante. Ou lui, de toute façon, il est hyper colérique, donc on l'évite. Est-ce que vous avez déjà eu des étiquettes? On vous a jamais dit à l'école, mais qu'est-ce que tu es lente? On vous a jamais dit non plus, non mais arrête de bouger, t'es insupportable. Tout ça sont des étiquettes qui ne nous permettent pas de nous envisager comme des personnes aimables. Et donc, il va falloir aussi qu'on fasse un travail sur les étiquettes. Donc, on en a un petit peu parlé avec ce que j'ai dit précédemment. Et alors, être aimable, il y a deux paradoxes. Le premier paradoxe, c'est qu'on commence à s'aimer d'abord au travers du regard de nos proches, au travers du regard de nos parents. Entre 0 et 6 ans, le petit enfant n'a pas vraiment d'individuation, il ne se considère pas comme un individu. En fait, il est une excroissance de ses parents ou des gens avec qui il vit. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il est égocentrique et paranoïaque. C'est que, en fait, si vous êtes de mauvaise humeur, il va prendre ça pour lui. Et il va croire que c'est de sa faute. C'est pour ça que quand on rentre stressé du boulot, ou quand le matin on accueille des enfants un peu stressés, il faut tout de suite leur dire « Oh là là, aujourd'hui, mon corps, il est tout crispé parce qu'il s'est passé ça et ça », de façon à les décharger de ce genre d'informations, parce que sinon ils vont penser que c'est de leur faute. Moi, justement, les 2 années où j'ai enseigné, il y avait un petit garçon, à chaque fois que j'arrivais, parce que en fait, le boulot d'enseignement, c'est un boulot de dingue, surtout quand on a 4 enfants. Donc le matin, j'arrivais un peu stressée parce qu'ils n'avaient pas voulu s'habiller et que du coup, j'arrivais comme ça en cours. Et il y a un petit bonhomme qui arrivait à chaque fois qui me disait « Qu'est-ce que j'ai fait de mal, maîtresse ?» Et moi, je lui disais « Mais rien du tout. » Je ne sais pas, vous êtes tout énervé. Alors je dis oui, mais ce n'est pas toi. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai expliqué aux enfants que ce stress, c'était le mien, mais ce n'était pas le leur. Et qu'ils n'en étaient pas responsables. Les enfants ont besoin de le savoir parce qu'en fait, ils ne sont pas en capacité de se dire tout seuls « Non, mais c'est pas moi, elle a été un peu stressée dans sa journée et du coup, là, il vaut mieux pas que je lui parle. » Ils vont prendre ça pour eux. Donc ce premier paradoxe, c'est qu'on commence d'abord par le regard des autres et ensuite, on doit apprendre à s'aimer tout seul. Alors, est-ce que vous vous aimez bien ? Oui. Est-ce que quand vous ratez un truc, vous pratiquez l'autocompassion? Je suis une belle personne et ça va bien se passer, je vais m'améliorer. Est-ce que vous faites ça? Non. Quand on rate un truc, surtout plusieurs fois de suite, qu'est-ce qu'on finit par se dire? Eh bien, qu'on est nul. Voilà, c'est ce qu'on nous a appris. Et est-ce que ça nous fait persévérer? Eh bien non. Voilà. Or, l'apprentissage, c'est la persévérance. Ceux qui réussissent, ce n'est pas les plus intelligents, c'est les plus persévérants. Il y a des gens qui sont extrêmement intelligents, mais qui ne sont pas persévérants et qui, du coup, n'arrivent pas à réussir. Alors, le deuxième paradoxe, c'est que beaucoup de choses se jouent pendant l'enfance, et la petite enfance notamment, c'est clair. Par contre, on peut travailler à l'âge adulte sur son estime de soi, toute sa vie d'ailleurs. Tout se joue avant quel âge? Il n'y a pas d'âge, tout se joue avant la mort. Parce qu'en fait, au moment de la mort, c'est le seul moment en fait, où vous ne ferez plus de connexion dans votre cerveau. Et donc, oui, ce sera fini. Mais toute sa vie, on peut évoluer, toute sa vie, on peut modifier nos comportements, on peut les faire évoluer. Alors, on ne va pas pouvoir les supprimer complètement. C'est pour ça qu'il faut qu'on apprivoise les situations de danger. Parce qu'en fait, nos autoroutes de l'information qu'on a apprises dans notre petite enfance, en situation de danger, paf, elles ressortiront. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on arrive, quand on voit une situation de danger arriver, à être en capacité de prendre un petit peu de recul. Et ça, c'est extrêmement important parce que justement, nos enfants, pour pouvoir avoir une bonne estime d'eux-mêmes, ils ont besoin de quoi?
Alors, le regard des autres, ouais. Mais les enfants nous regardent vivre. Hein. Donc, pour qu'ils puissent apprendre à avoir une bonne image d'eux-mêmes, il faut que nous, on soit en capacité de leur présenter une bonne image de nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on échoue, plutôt que planquer le truc sous le tapis, il faut qu'on en parle devant eux, en disant « Ah, j'ai raté !» Alors, voilà ce que je vais faire pour pouvoir récupérer, repartir et recommencer. Parce qu'un petit enfant, donc je rappelle, hein, connecté comme ça, pas plus que ça, donc lui, il n'est pas en capacité de se dire « Alors, si je m'entraîne près de 2000 fois, normalement, vers l'âge de 4-5 ans, je devrais arriver à marcher de façon stable. » Non, il le fait de façon naturelle, c'est instinctif, mais tout le reste, en fait, l'écriture, enfin, la propreté, tout le reste, ça ne sera pas instinctif, c'est quelque chose qui va s'installer s'il y a de la sécurité. Et si l'enfant ne voit pas les adultes échouer, recommencer, expliquer comment ils font pour recommencer, eh bien, ils n'apprendront pas que pour apprendre, il faut persévérer, il faut recommencer, il faut se planter et repartir. Hein. Donc c'est important de leur dire qu'on se plante et voilà comment on fait pour réajuster. Parce que très souvent, en fait, on le fait dans notre tête, mais on ne le fait pas devant les enfants. Et les enfants ont vraiment besoin de nous entendre pour pouvoir voir justement comment ça fonctionne. Donc l'estime de soi, bah, si on est arrivé à l'âge adulte avec un bon syndrome de l'imposteur ou une image de soi assez délétère, on va pouvoir travailler sur cette image. Mais il faut d'abord accepter, en fait, les situations. Hein. Et ça, l'acceptation, c'est aussi quelque chose de fondamental si on veut faire évoluer l'estime de soi. C'est accepter qu'on soit imparfait, accepter qu'on ait plein de défauts, et puis accepter aussi qu'on ait des qualités. Hein. Et donc qu'on puisse regarder objectivement ce qu'on est. Alors pour pouvoir travailler sur notre estime de soi, je ne l'ai pas mis, mais en fait je le rajouterai après quand je passerai le PDF. Vous avez, je ne sais pas si vous connaissez les forces de caractère qui ont été décrites en fait par la psychologie positive. Donc nous avons 24 forces de caractère et vous pouvez faire un test sur un site qui s'appelle VIA Institute. Alors c'est en anglais, mais en fait on peut cocher la langue française. Et là, on va avoir le panel de nos forces de caractère. Et ça peut il n'y a que des qualités en fait dans ce truc-là. Donc ça nous permet de nous envisager d'une façon un petit peu plus positive. Moi je travaille beaucoup avec les ados avec cet outil parce que ça permet de changer l'image qu'on a de soi-même et donc de s'envisager avec plus de bienveillance qu'on ne le fait d'habitude. D'ailleurs, en passant, la gentillesse est une force de caractère, donc ce n'est pas un défaut. Et voilà, quand les gens disent trop beau, trop con, eh bien non, parce que la gentillesse, c'est un véritable outil qui installe une bonne ambiance, qui permet en fait aux personnes de se sentir capables et donc qui auront envie de persévérer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors pour remplir le réservoir émotionnel de nos enfants, ce qu'on aime bien à l'atelier des parents, c'est les langages d'amour des enfants. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un livre qui a été écrit par un Américain et j'aime bien ce qu'a fait Aurélia Visuel, son petit sketch note. Donc il y a 5 langages de l'amour parce que en fait Gary Chapman à la base est anthropologue et en travaillant sur la notion de présent dans les peuplades d'Amérique du Sud, il s'est aperçu qu'il y a des gens qui étaient enchantés quand ils recevaient un présent et puis d'autres à qui ça ne faisait aucun effet. Et donc il s'est dit c'est marrant parce que du coup, comment ils font pour être contents? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont contents? Et il a repéré 5 façons de faire plaisir à quelqu'un. Donc la première, ce sont les présents, mais alors pas des présents achetés. Hein. Ça peut être une fleur qu'on a cueillie, ça peut être un petit caillou qu'on a trouvé par terre et qu'on a offert, ça peut être un dessin qu'on a fait. Ensuite, il y a les services rendus. Hein, il y a des personnes, quand on leur rend des services, waouh, elles sont super contentes. Ça peut être les paroles valorisantes. Alors, pas les « mais qu'est-ce que tu es belle hein, », bien évidemment, mais des paroles valorisantes qui valorisent en fait ce qu'on fait au jour le jour. Il y a les moments de qualité. Il y a des gens, quand on leur octroie un moment de qualité, rien qu'à eux, ça va leur donner de l'énergie. Et puis, il y a des personnes qui aiment bien le contact physique, c'est-à-dire une main sur l'épaule, main dans la main, bras dessus, bras dessous. En fait, des petites choses en fait, qui vont permettre un contact physique. Hein. Donc, en fait, alors on a tous ces 5 langages, mais il y en a qui sont plus forts
que d'autres. Et d'ailleurs, vous, ça serait lequel des 5 langages qui remplit votre réservoir émotionnel? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Oui, tout, mais il y en a toujours un qui nous fait un petit peu plus d'effet que les autres. Et en général, ce langage d'amour qui est le nôtre, c'est ce qu'on pratique avec les autres pour essayer de leur faire plaisir. Et puis ça ne marche pas. Alors si je prends mon exemple, nous quand on a commencé à chercher à la maison, moi je suis service rendu. Donc je rendrais toujours plein de services à mon mari. Et ben, j'avais à peine merci. Ou alors, voilà, c'était pas plus que ça. Et puis lui, il me rendait, alors il m'en rend quand même, hein, mais pas autant que j'aurais aimé. Donc, une fois que j'ai lu le bouquin, je me dis, ah oui, donc en fait, son langage, ça doit pas être les services rendus. Et j'ai un petit peu observé, et en fait, très rapidement, j'ai réalisé que les moments de qualité étaient pour lui bien plus importants. Alors moi, comme je suis un peu fantasque, je cours dans tous les sens, j'aime bien voir plein de monde, eh bien, j'ai commencé à réserver du temps à mon mari, où on se voyait en one-to-one. Donc on n'allait plus au resto avec une bande de copains, on n'y allait que tous les deux. Et ça m'a demandé un petit effort. Mais quand il ressortait, il était ravi. Et du coup, bah, il a commencé à me rendre des services aussi. Donc on a regardé aussi les langages d'amour de nos enfants et puis on a commencé voilà, à tâtonner, à essayer. Et ça a installé une ambiance assez sympathique à la maison. Donc voilà, c'est une piste hein, pour se sentir aimé. Eh bien, ça fait partie des choses en fait, qui vont pouvoir nous permettre de remplir notre réservoir émotionnel, de nous sentir aimés. Quand on se sent aimé, bah, on a envie de coopérer. Quand on ne se sent pas aimé, on n'a pas très envie de coopérer. Alors, autre chose, c'est, alors j'en ai un petit peu parlé déjà, mais si un enfant se comporte mal, la plupart du temps, on a envie de l'écarter, on a envie de lui punir, on a envie de lui faire les gros yeux. Chez les Inuits, quand un enfant commence à avoir des comportements inadéquats, eh bien, on lui fait plus de câlins, on lui donne plus de calme et éventuellement on le chatouille, on rit avec lui, on essaie d'installer une autre ambiance. Donc on est d'accord à l'opposé de ce qu'on fait. Et les Inuits ont cette particularité, en fait, c'est l'un des peuples qui régule le mieux leurs émotions. Hein. Il n'y a pas de gens colériques chez les Inuits, il y a très peu de gens dépressifs. Ils ont vraiment une capacité à réguler leurs émotions qui est très importante. Et d'ailleurs, je vous recommande le livre de Mikhaïline Doucleff qui s'appelle Chasseurs-cueilleurs parents, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui regorge. Alors c'est une scientifique, une journaliste scientifique, hein, donc c'est assez anthropologique, c'est assez. Mais il y a vraiment plein d'infos très très sympas. Donc quand un enfant ne va pas bien, quand un enfant a des problèmes de comportement, plutôt que de gronder, plutôt que de lui faire les gros yeux, eh bien on va le réconforter, on va le prendre dans nos bras et on va l'aider à passer à autre chose. Alors ensuite, je suis capable. Donc est-ce que là, demain, je vous dis, allez, on crée une petite entreprise, vous prenez le truc qui vous plaît, et puis on monte la boîte. Vous me dites quoi? Comment c'est, on arrive? Non, mais qu'est-ce qui arrive tout de suite dans la tête? Ben, les objections. Oui, mais non, parce qu'il va y avoir ça, et puis il va y avoir ça, et puis il va y avoir ça, et puis il va y avoir ça. Hein. Alors que quand se sentir capable, en fait, eh bien, c'est alors bien évidemment voir les choses qui peuvent ne pas fonctionner, mais c'est aussi voir tout ce qui peut fonctionner et donc se lancer. Alors j'ai pris cette petite fille avec ses mains qui patouillent, mais voilà, si mon enfant se comporte mal, c'est qu'il a besoin de plus de responsabilité. Aussi. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose, quand un enfant commence à avoir un comportement inadéquat, la plupart du temps, on le neutralise, on le met de côté. Eh bien non, il va falloir qu'on... Là, clairement, hein, c'est son besoin de pouvoir compétence qui peut être mis à mal. Et donc, il va falloir lui donner plus de responsabilités pour que, justement, il s'intègre. Et donner plus de responsabilités, eh bien, ça veut dire que dès que nos enfants savent utiliser leurs pinces, il faut les faire laver, couper, touiller, éplucher. Il faut les faire participer aux tâches de la maison. Alors, participer, ça veut dire éplucher,
Ça veut dire m'aider à tourner une cuillère, alors peut-être pas sur une casserole très chaude, mais en tout cas dans un plat. Ça veut vraiment dire les faire participer aux tâches de la maison. Et alors l'effet qui se coule, c'est que du coup à l'adolescence, ils continueront à avoir envie de participer aux tâches de la maison. Parce que la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait avec les tout petits? Alors c'est récent, hein. La situation a considérablement évolué dans les années 70. Parce qu'avant, les enfants participaient à toutes les tâches dès le plus jeune âge. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas faire de tâches à nos enfants? On veut aller vite. Ensuite, quand un enfant débute, quand il commence, qu'est-ce qui se passe par rapport aux tâches qu'on lui confie? Il en met partout. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on se dit? En plus, il va falloir que je nettoie. Alors, l'apprentissage, c'est accepter que les choses ne se passent pas exactement comme j'aimerais qu'elles se passent. L'apprentissage, c'est accepter que mon concombre ne soit pas super bien épluché. L'apprentissage, c'est accepter que, il y ait des échecs et c'est la répétition de ces échecs qui va nous permettre d'avancer. Mais si on ne leur apprend pas dès tout petits à participer aux tâches, ils ne le feront pas à l'adolescence. Et puis surtout, là je discutais avec un psychomote il y a 15 jours qui me disait que depuis 2-3 ans, les enfants qui arrivent à la maternelle ne savent pas se servir de leur pince. Or, cette pince, elle fait tout. Elle nous permet de prendre une cuillère, elle nous permet d'écrire avec un stylo, elle nous permet de faire énormément de choses. Hein. Donc, quand j'étais petite, enfin je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais petite, il fallait que j'écosse les haricots, enfin les petits pois, il fallait que je coupe les haricots verts, j'avais plein de tâches et j'utilisais mes mains sans arrêt. Hein, cette génération d'enfants n'utilise quasiment plus ses mains et donc on ne leur rend pas service parce que petit à petit s'installe un sentiment d'incompétence chez eux. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ratent quelque chose, on leur dit arrête, tu ne sais pas faire, ou laisse tomber, c'est pas le moment, ou mais dépêche-toi parce que ça va pas assez vite, eh bien on installe chez l'enfant un sentiment d'incompétence. Hein. Et donc face à une nouvelle tâche, même petit, il va commencer à se dire c'est potentiellement dangereux et si je rate, ça ne va pas marcher. Et donc on se retrouve au primaire avec des enfants qui, à la moindre difficulté, s'arrêtent. Hein, dès que ça devient un petit peu trop dur, ils s'arrêtent. Alors, je travaille aussi pas mal avec des 10. Alors moi, j'ai arrêté de parler de handicap, maintenant je parle de fonctionnement, parce que j'ai des enfants qui me disent, quand on leur propose des outils pour apprendre autrement, ils me disent « Ah non, mais moi je ne peux pas, je suis 10 ». Et alors, j'ai une chance, c'est que je le suis aussi. Donc je dis, moi aussi, mais tu vois, ça ne m'a pas empêché de réussir. Hein, mais si je me dis, je ne suis pas capable parce que, eh bien, je ne vais plus rien tenter. Et donc ça, on leur apprend très vite. Et c'est pour ça que dans la petite enfance, il faut impérativement les mettre en face de tâches qu'ils vont rater, mais qu'ils vont recommencer. Parce que ça aussi, c'est un des pouvoirs de la petite enfance, c'est qu'ils sont capables de recommencer de façon inlassable. Hein, je ne sais pas si vous les avez déjà vus jouer avec 2 bouts de bois, mais pendant des heures, ils peuvent se raconter, on ne sait pas quoi d'ailleurs, c'est toujours, ça part un peu sur Mars, mais c'est très sympathique, hein, parce que le cerveau de l'homme, il est fait pour écrire, pour créer des histoires. Hein. Donc si on leur supprime cette créativité, on leur supprime aussi leur capacité de persévérance. Donc l'autre outil pour justement aiguiser leur envie de travailler, enfin d'avancer plutôt, c'est de donner du choix. Hein. Tu veux manger avec la fourchette ou avec la cuillère. Tu veux ranger la chambre en premier ou prendre la douche. Et toujours des choix fermés. Pourquoi? Parce qu'en fait là on travaille sur ce qu'on appelle le besoin de liberté et le besoin de pouvoir compétence. Hein. Les petits-enfants et les enfants en âge scolaire ne prennent quasiment aucune décision. On mâche tout. Alors déjà, on leur mâche tout le travail. Et puis après, il faut, quand ils sont assis, c'est à la place qu'on leur a donnée. Quand ils vont avoir tel vêtement, ils vont avoir tel truc. Et on n'aiguise pas leur capacité à réfléchir, à prendre des décisions et donc à se sentir compétent. Hein. Donc le choix, c'est un outil puissant pour apprendre aux petits-enfants, aux enfants et aux adolescents à faire des vrais choix et donc à pouvoir commencer à réfléchir. Parce que quand on fait tout, parce que la plupart du temps, quand on fait tout à leur place, c'est pour les empêcher de vivre ou c'est pour leur rendre service?
c'est plutôt pour leur rendre service. Hein, beaucoup d'entre nous, on s'est dit à un moment, voilà, moi quand j'étais petite, j'ai pas aimé ça, donc moi mon enfant il n'aura pas de problème, donc je vais tout aplatir devant lui, comme ça il n'aura pas de problème. Or, on sait aujourd'hui qu'en fait le cerveau se structure en fonction des frustrations qu'il rencontre. Hein, donc le cerveau, pour se structurer, il a besoin de rencontrer des os, éventuellement se casser les dents dessus et de repartir. Si on n'apprend pas aux enfants à vivre la frustration, eh bien, on en fait ce que certains diffusent sur les ondes avec force livre, etc., des enfants rois. Hein. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est de la nôtre. Il ne faut pas supprimer la difficulté, il faut l'accompagner. Hein, il faut vraiment mettre nos enfants face à des situations. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit ingérable pour eux, mais il faut mettre régulièrement en face d'eux des petites tâches qu'ils peuvent accomplir, qui vont peut-être rater, mais petit à petit, ils vont s'améliorer. Et on va leur dire, hein, petit à petit, on s'améliore. Alors, pour favoriser l'autonomie, justement, notamment quand il commence à parler, hein, s'il commence à, il commence à faire quelque chose et on voit qu'il bloque, eh bien, les questions qui génèrent aussi de l'autonomie, hein, qui génèrent aussi la capacité de réflexion, c'est de quoi tu aurais besoin pour pouvoir continuer? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Et si on n'a pas de réponse, là, on va leur proposer quelque chose, mais toujours avec un choix. Que dirais-tu de faire ceci ou de faire cela? Vraiment, en fait, la capacité de décision, c'est quelque chose qui s'entraîne et que notre système n'entraîne pas parce que, en fait, on ne nous donne que des ordres. On ne nous apprend pas à réfléchir, on ne nous apprend pas à prendre des décisions. Et puis un jour, arrivé 18 ans, qu'est-ce qu'on dit généralement? Maintenant, tu as 18 ans, tu te débrouilles. Hein. Mais quand on n'a pas appris à se débrouiller, pour certains, ça va être extrêmement douloureux. Donc le paillasson, il va peut-être s'enfermer dans sa chambre, et le porc-épic, il va se mettre à faire n'importe quoi, parce qu'en fait, il ne sait pas où sont les limites, il ne sait pas où sont les bornes, donc il continue d'expérimenter, mais à 18 ans, généralement, ça va se retourner contre lui. Hein. Donc l'apprentissage de la persévérance, ça s'apprend dès la petite enfance. La confiance en soi, ça se travaille dès la petite enfance. Et il faut que nous aussi, on puisse montrer qu'on a confiance en nous parce que nos enfants nous regardent et ils nous imitent. Donc si on n'a pas confiance en nous, ça ne risque pas de fonctionner. Ensuite, l'échec, c'est la clé. Hein. Y a un psychologue américain qui s'appelle Tal Ben-Shahar qui a dit « Apprenez à échouer ou vous échouerez à apprendre ». Et là, c'est un autre de nos problèmes. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait penser solution. Mais c'est que, en fait, quand on échoue, qu'est-ce qui se passe en général? Est-ce qu'on a appris qu'échouer, c'était normal, c'est que comme ça qu'apprend le cerveau, et qu'en fait, quand on n'échoue plus, c'est que le cerveau a appris, et donc c'est pas la peine de rester sur le truc, qu'il faut passer à autre chose. Est-ce qu'on se dit ça quand on échoue? Non. Quand on échoue, on se dit, je suis une fois, ça va, 2 fois, 3 fois, non, je suis mauvaise, donc je laisse tomber. Hein. Donc l'échec, c'est la clé et il faut qu'on apprenne à rebondir. Et il faut donc déjà nous, parce que nous, on ne nous l'a pas appris. Donc il va falloir qu'on apprenne à rebondir face à nos échecs. Et puis, c'est parce que nous, on va montrer comment on rebondit face à nos échecs que petit à petit, nos enfants vont apprendre à le faire et les petits-enfants vont apprendre à le faire. Hein. Et si un échec, ça m'assomme littéralement et que je suis effondrée, eh bien, je vais aussi apprendre à mon enfant que quand on échoue, c'est une catastrophe et que la Terre s'arrête. Hein. Alors que si, hop, je me remonte un petit peu le moral, alors pas forcément avec une bière, mais voilà, en me disant, allez, hop, on va repartir et je vais bien finir par réussir, là, nos enfants vont nous voir agir et donc ils vont petit à petit se mettre à le faire. Alors, ouais, il n'est pas très visible. Ah si. Donc, le sentiment de compétence avec un tout petit enfant, eh bien, c'est d'abord faire ensemble. Donc, c'est nous, les adultes, qui donnons l'impulsion. C'est nous qui décrivons les tâches qui sont à faire. Donc, non, un petit enfant ne peut pas ranger sa chambre tout seul. Voilà, il va falloir la ranger avec lui. Et il ne va pas falloir lui dire « range les jouets », mais il va falloir lui dire « le livre va sur l'étagère ». Le Playmobil va dans la boîte
hein, de façon à ce qu'il puisse intégrer l'information. Ensuite, pour le rendre acteur, eh ben, on va faciliter l'environnement. Hein. Si j'ai des choses fragiles et que je veux absolument que mon enfant soit dans le salon, je ne vais pas les laisser à côté de lui. Si je vais prendre en compte le tas de développement de mon enfant, donc je ne vais pas m'attendre à ce qu'il fasse des choses qui ne sont pas de son âge, c'est-à-dire qu'il n'a pas physiologiquement ni physiquement les capacités de le faire. Je vais lui donner des responsabilités, alors bien évidemment aussi à la hauteur de son développement, et puis petit à petit l'encourager avec des messages de confiance. Parfois ça prend du temps de faire les choses, avec des expériences donc, qui sont accessibles. Et puis, je vais nommer la difficulté. Hein. C'est difficile d'écosser les petits pois. C'est difficile d'enlever la peau d'un concombre. Hein, pour justement valider ce qu'il est en train de ressentir. Voilà. Et puis, pour aussi favoriser la persévérance, la créativité, voilà, jeter les jouets. Un enfant, ça a besoin de papier, de crayon, de jeux de société, mais pas de tous ces jeux qui, en fait, dédouanent le parent d'élever son enfant parce qu'on se dit, bon, il va jouer avec ça, pendant ce temps-là, moi, je vais avoir la paix et je vais pouvoir faire mon truc. On a tous eu cette expérience d'offrir des jouets à Noël, et avec quoi nos enfants ont joué pendant toute la journée? Les papiers, les cartons et les trucs qui décorent. Hein. Je veux dire, chez les Inuits, chez les Mayas, les enfants jouent pendant des heures avec rien et ils sont très heureux. Nous, on leur achète des tonnes de jeux, alors déjà qu'ils nous pourrissent la vie parce qu'après il faut les ranger, et donc ça nous énerve, et avec lesquels nos enfants jouent très peu. Hein. Donc, remettons au centre en fait des plaisirs simples, des choses simples où ils vont pouvoir exercer leur créativité, où ils vont pouvoir développer leur pince. Hein. Et y a peut-être aussi des petites choses qui vont pouvoir s'améliorer. Alors, l'objectif, déjà, c'est de savoir que sa motivation est liée à la nôtre. Donc, si nous, ça nous saoule, lui, ça va le saouler. Si on fait les choses sans plaisir, il n'y aura pas de plaisir et même parfois il y aura de la résistance. Et nous, en tant que parents ou en tant qu'accompagnants d'enfants, nous sommes, comme le dit Dany Beaulieu, des prothèses frontales externes, temporelles, et ça dure longtemps, puisque le cerveau se termine à 25 ans, quand tout s'est bien passé. Hein, parce que la plupart d'entre nous, en fait, on est arrivé à l'âge adulte, on n'était pas fini, et pour certains d'entre nous, on n'est toujours pas fini. Hein. Donc ça, c'est vraiment, le cerveau des enfants est en construction. Après 25 ans, on n'est pas fini, si on ne fait pas l'effort de s'améliorer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit aussi intégrer. Alors avec toute la masse de choses que je vous ai dites ce soir, on va pratiquer ce qu'on appelle le plus petit pas possible. Parce qu'en fait, notre cerveau, il a une autre caractéristique, c'est que si la marche est trop haute, il abandonne. Il abandonne parce qu'il n'a pas envie d'avoir une mauvaise image de lui-même, parce que ça va lui demander trop d'énergie. En fait, le cerveau là, qui réfléchit, c'est un cerveau qui donne des bonnes réponses, mais qui consomme énormément d'énergie. Donc, dès qu'il peut, il refile le boulot au cerveau du bas. C'est pour ça qu'il y a tous les automatismes dans le cerveau du bas, parce que lui, en fait, il prend des décisions rapides, mais elles sont rarement de bonne qualité. Hein. Donc, si l'effort est trop important, mon cerveau, au bout d'un moment, qui réfléchit, va dire ras-le-bol, et donc je vais repartir en fait sur mes autoroutes de l'information qui sont bien installées. Donc, dans tout ce que j'ai dit, quel pourrait être votre plus petit pas possible pour commencer à évoluer? Et j'ai dit évoluer, hein, pas changer. Oui. Se secouer régulièrement, ok. Quoi d'autre? Oui, ouais. Vraiment avoir conscience. Hein. Moi, dès qu'un petit enfant fait un truc qui ne va pas, moi, tout de suite dans ma tête, je fais... Parce que moi, j'ai une autoroute de l'information, hein, il faut faire comme ça. Donc ça arrive immédiatement. Mais vraiment, j'ai appris à faire stop, hop, rappelle-toi. Donc, commence pas à t'exciter. Soit tu as mal donné l'info, soit il n'est pas encore prêt à le faire. Quoi d'autre? Ok, donc je vous laisse vos plus petits pas possibles. Alors, donc on est bien d'accord, avant de s'occuper de l'estime de soi des tout petits,
eh ben, on va s'occuper de la nôtre, parce que si elle n'est pas bonne, vous pourrez faire ce que vous voudrez, ça ne marchera pas. Les petits-enfants, hein, comme justement le système de réflexion est en cours de construction, ils ne prennent pas nos paroles, hein, ils prennent les ressentis. Eux, c'est ce que notre corps dit. Et donc, si je dis oui, oui, tout va bien, mais que mon corps dit l'inverse, ça ne va pas marcher. On est tous rentrés dans une pièce, aucune personne n'a parlé, mais on s'est dit waouh, quelle ambiance. Hein, et pourtant, personne n'a parlé. Ben, les enfants, c'est exactement la même chose. Les enfants, ils ne prennent pas nos paroles, ils prennent ce que notre corps est en train de dire. Donc, on est bien d'accord, il va falloir qu'on s'occupe de nous. Et j'aime beaucoup Churchill, parce qu'il disait, le succès, c'est d'aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme. Donc, à chaque fois que vous allez échouer, eh bien, vous allez pratiquer l'autocompassion. Pas de souci, je vais recommencer jusqu'à ce que ça fonctionne. Voilà. Alors, voilà, j'ai mis une petite bibliographie. Donc, j'ai mis le bouquin de Michael Doucleff, Chasseurs-cueilleurs parents, Les langages d'amour de Gary Chapman. Avec le Fossé des 13, un centre social de Strasbourg, on a édité un petit guide qui est téléchargeable en PDF qui s'appelle Le petit guide des enfants qui sortent du cadre. Ma vie de bébé par Héloïse Junier, qui est vraiment très drôle, c'est une petite BD qui est super explicite. Pour ce qui est des outils de communication, il y a Entre parents et enfants de Chaim Guinot, et puis Le cerveau qui dit oui de Dan Siegel, où il explique justement comment on peut favoriser. Donc, et lui aussi dit, hein, arrêtons les noms et donnons à l'enfant, voilà, dirigeons l'enfant vers ce que nous voulons qu'il fasse. Alors, je vous remercie beaucoup. Moi, j'ai une affiche aussi à la maison que je sors régulièrement, notamment dans mes formations. C'est celle des Shadocks. Donc, je vous propose de l'imprimer et de la mettre chez vous. En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Hein, c'est logique. Voilà. Et j'aime bien aussi les petits nudges auditifs. Hein, je vous ai dit, pour ranger, moi je mettais la chanson de Mary Poppins. Et bon, clairement, évoluer, c'est pas toujours simple, hein, parce qu'on a tous nos valises, et puis on a notre quotidien, et puis il y a plein de choses qui se passent. Ah oui, alors au fait, pour information, si vous ne parlez pas de votre conférence en sortant d'ici, autour de vous, eh bien, dans 48 heures, vous aurez oublié 70% de ce que je viens de dire. Voilà. Hein, donc le cerveau, il est comme ça, il vire hein, tout ce qu'il n'utilise pas. Il a bien raison d'ailleurs, mais parfois, il y a des choses qu'on devrait retenir. Et donc, je vous confie cette mission en sortant d'ici, ben voilà, choisir son plus petit pas. Et si ça peut vous aider, ah non, voilà, si ça peut vous aider, voilà, on peut se passer la musique de Mission Impossible, version originale, hein, parce que et à partir de là, bah, ça donne de l'énergie et ça a le pouvoir de modifier nos états d'esprit. C'est pour ça que je vous ai dit, n'hésitez pas à utiliser la musique avec les enfants parce que ça change complètement l'ambiance quand on veut faire quelque chose. Et surtout si cette chose est pénible, répétitive et que ça fait plaisir à personne, ça va mettre un petit peu d'ambiance. Voilà. Donc, si vous avez des questions, à moins que je vous ai assommé. Oui. Oui. Ah oui, je sais, oui, je sais. je fais une formation qui s'appelle les biais cognitifs dans l'enseignement pour justement désinstaller les croyances et certaines choses. Pardon ? Non, ça ne l'aurait pas imposé. Non, non. Alors par contre, il y a façon et façon de faire passer l'information. Voilà. Si je les prends à rebrousse-poil, ça va faire comme les enfants, il ne se passera rien. Donc j'utilise d'autres stratégies avec eux. Et à la fin, en fait, souvent, je finis par la haka du prof. Je leur demande de se lever, je ne les fais pas se secouer,
Mais on fait une haka, va voir tes élèves, va falloir assurer. Ah, donc ils ressortent, ils sont hilars. Et du coup, bah, tout ce que j'ai dit, ils disent ah ouais, c'était intéressant, ça nous a donné plein de pistes. Humour. Quand on fait la morale et qu'on donne des conseils, on n'obtient rien. Quand on installe de la légèreté et de l'humour, il y a plein de choses qui passent. Oui, 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 Maria Montessori était vraiment très, très inspirée. Et effectivement, elle propose énormément de choses, mais qui ont été complètement... En fait, tout ça, on le faisait de façon naturelle jusqu'au XVIIIe siècle. À partir du XVIIIe siècle, arrive, en fait, donc avec la philosophie des Lumières, tout un tas de théories, puis avec l'industrialisation aussi, hein, il y a des choses qui sont installées. Et donc, c'est là qu'on est rentré dans les théories de l'éducation et qu'on a abandonné des choses qu'on savait faire de façon naturelle, qui fonctionnaient, mais qui n'étaient plus au goût du jour. Donc, Maria Montessori a eu cette intuition. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas vraiment diffusé largement. Alors, surtout, en fait, trop souvent, on est dans l'idéologie, et pas dans le côté pragmatique. Hein. Et c'est ce qui a tué. Enfin, nous, c'est un de nos grands sujets au niveau de la neurodiversité. Hein. C'est en fait l'idée de vouloir faire rentrer tout le monde dans la même case, au même endroit, au même moment. C'est un contresens, mais physiologique, naturel. Et c'est vraiment problématique. Alors après, je ne dis pas que quand on vit dans une société avec beaucoup de gens, il ne faut pas des règles et un certain... Mais je pense que si on laissait plus de temps aux enfants dans leur enfance pour apprendre, pour découvrir, pour s'expérimenter, on ferait des adultes beaucoup moins en colère et beaucoup moins contre, en fait. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il serait peut-être plus tourné vers les solutions. En fait, on fabrique les gens en colère. Hein. Notre éducation fabrique les gens en colère. Oui. Ouais, en fait, quand je parlais pas de jouets, c'était les jouets en plastique. J'aurais dû le préciser. Ouais, non, mais vous avez raison. Mais en fait, dans les jeux d'imitation, on peut offrir un petit kit pour commencer l'ébénisterie, pour commencer la poterie. En fait, il y a vraiment, donc il y a les puzzles aussi, mais il y a vraiment, et j'ai dit les jeux de société aussi, hein, voilà. Donc après, il y a Lynx, il y a Bazar Bizarre. Moi, j'ai plein de petites cartes pour apprendre justement... ce qu'on devrait aussi apprendre aux enfants en maternelle, c'est pas apprendre à lire et à écrire. Alors, moi, j'habite à côté de l'Allemagne. Les gamins, ils rentrent à l'école à 7 ans. Et les Allemands sont visiblement meilleurs que nous. Donc, qu'on ne me dise pas, ah là là, s'ils ne vont pas à l'école avant 7 ans, ils n'en sortiront pas. Non, c'est faux. Ce qu'on devrait leur apprendre en fait en maternelle, et ce que font nos voisins, c'est les habiletés sociales, et 2, la connaissance des émotions, des leurs, et comment repérer celles des autres. Hein. Donc, le développement de ce qu'on appelle leur quotient émotionnel. Hein. Et ça, voilà, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi on est uniquement axé sur le quotient intellectuel. Et c'est un désastre par la suite. Alors, 4-5 ans. Avant que j'arrive vraiment à décompresser, à plus m'exciter pour un rien. Et je dis pas, hein, je veux dire, voilà, quand mon fils nous a dit je passerai pas le bac, c'est nul. Je dis pas que j'ai pas eu des vapeurs parce que j'ai quand même été élevée là-dedans. Mais comme je travaille justement sur la neurodiversité et puis sur le fait qu'on peut réussir justement en passant par d'autres chemins, hop, ma petite voix, je me suis reconnectée, je me suis dit non, laisse tomber, effectivement, peut-être que oui, ton fils est atypique, c'est clair, donc il va trouver sa voie, et notre job, c'est de l'accompagner. Il faut que je me parle, hein, quand même. Mais ouais, j'ai mis 4-5 ans à faire redescendre... parce qu'en fait, moi, j'ai été élevée par une maman qui avait plein de qualités au demeurant, mais qui passait sa vie à hurler. On déplaçait un truc, elle hurlait, on faisait pas un truc comme elle voulait, elle hurlait, on n'avait pas le droit d'entrer dans sa cuisine, tout était problématique. Et donc, moi, je m'étais jurée de ne pas faire la même chose. Hein. Et quand j'ai eu mes enfants,
ben, en situation de danger, bing, ici. Et je suis devenue mais une sorcière vociférante, quoi. Et je me suis détestée pendant 6 ans. Alors non, on va dire 5, parce que quand ils sont tout bébés, en fait, on s'énerve pas tant que ça. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Hein, c'est pour ça que j'aime bien, moi, tant que je ne me suis pas entraînée 2000 fois, je ne peux pas dire que je ne réussirai pas. Et ça peut durer 4 à 5 ans. Alors je le dis parfois aux élèves, hein, je raconte l'histoire avec les 2000 fois, machin et tout. Et donc quand ils me disent j'y arrive pas, je dis mais tu te souviens combien de fois on essaie avant de savoir marcher? Et là il me regarde et il me dit 2000 fois. Et je lui dis ouais, alors je ne vais pas te dire que tu vas être obligé de le faire 2000 fois, mais tu es d'accord avec moi qu'une ou deux fois c'est pas suffisant. Hein, il faut vraiment les ramener en fait et faire tomber cette pression. Si je ne réussis pas, c'est que je suis mauvais. C'est fondamental. Oui, mais alors ça, je suis entièrement d'accord. Hein. La société, on est cerné par les gens, les ronchonchons, mais on peut faire d'autres choix. Et le fait que notre enfant puisse entendre, alors soit notre enfant, moi j'aime beaucoup les mentors aussi. Hein. Soit c'est nous, parents, qui arrivons à le faire, soit c'est les personnes chez qui nos enfants vont qui vont pouvoir avoir ce discours-là. S'ils l'entendent à un moment, on a déjà semé des graines et il y a des trucs qui vont pouvoir pousser. Hein. Parce que je rappelle, hein, c'est la répétition des situations qui installe une information. Hein, c'est pas juste, il s'est passé ça une fois, donc hop, tout va bien. Non, c'est la répétition des situations qui installent les routes et les autoroutes de l'information. Donc, et en tant que professionnel, hein, quand on me dit ouais mais c'est pas moi, alors les profs, c'est pas moi, c'est les parents, c'est pas moi, c'est les profs. Moi j'aime beaucoup ce terme, la coéducation. Voilà, et quand on me dit de toute façon, alors voilà, un truc que j'adore c'est moi je suis pas là pour éduquer, je suis là pour enseigner. Alors je dis bah ok, mais avec tout ce que je viens d'expliquer sur le cerveau. En fait, vous avez compris que c'est le temps passé avec les personnes qui installent les autoroutes de l'information. Donc ils me disent oui. Et donc je leur dis et que c'est l'adulte qui montre l'exemple pour installer les bons comportements. Oui. Donc si un enfant rentre dans ma classe et ne me dit pas bonjour, et que je me dis on dit bonjour quand on rentre dans une classe, est-ce qu'on a envie de dire bonjour le lendemain? Non. Donc l'adulte, tant que l'enfant n'a pas automatisé, doit, il peut rester à son bureau, mais il peut être aussi à l'entrée de sa porte et dire « Bonjour, je te souhaite une bonne journée ». Et hop, tu peux rentrer. C'est nous qui devons montrer le bon exemple. Même chose pour les petits-enfants qui ne veulent pas dire « bonjour » à la boulangerie ou je ne sais pas où. Faut qu'on arrête de s'offusquer. C'est simplement que pour lui, c'est encore trop compliqué. Hein, donc moi, alors on peut prévenir en amont en disant là on va rentrer à la boulangerie et puis on va dire bonjour à la dame. Et si ça marche pas, on va dire je vois que c'est pas le moment pour toi aujourd'hui, donc je vais dire bonjour à ta place. Et la fois suivante, il aura peut-être envie de dire bonjour parce que c'est pas dangereux. Alors que si je dis vraiment t'es mal élevé, alors en plus moi c'est une phrase que j'ai toujours adorée, t'es mal élevé, enfin c'est toi qui m'as élevé donc voilà. Si on veut que les gens changent de comportement, il faut avoir des postures accueillantes et valorisantes. Sinon, laissez tomber. Vous créez la résistance, vous créez les porcs-épics ou les paillassons. Oui, alors il y a ça aussi, c'est effectivement toutes ces personnes qui crient, qui réclament haut et fort du respect et qui sont incapables d'en montrer aux autres. C'est pour ça que moi, quand on me dit il me manque de respect, non, pour moi un enfant, un adolescent n'est pas irrespectueux, il a simplement pas été entraîné de la bonne façon. Voilà. Donc à moi de lui montrer le bon exemple. Je fais pas mal d'animations aussi dans les bacs pro et les CFA, justement autour de l'estime de soi, apprendre autrement. Et en fait, un jour, il y a un jeune qui m'a balancé un truc en rentrant dans la salle. Et donc la prof, elle sort le carnet à points. Alors je lui ai dit discrètement, alors en fait, c'est un atelier sur l'estime de soi, donc on va ranger le carnet à points. Et j'ai regardé le jeune, je lui ai dit, écoute, je vois bien que tu as quelque chose à me dire. Par contre, tu vas trouver d'autres mots et puis tu as toute l'heure pour réfléchir. Voilà. À la fin de l'heure, il est revenu et il m'a dit « Oh, madame, je ne voulais pas vous manquer de respect, je voulais juste dire truc. » Et il m'a dit les choses normalement. Mais pour moi, l'insolence n'existe pas.
Donc et puis le respect, ben, ça se mérite. Alors déjà, en fait, quand effectivement ça se passe mal à l'école, alors que nous, à la maison, on fonctionne de la bonne façon, on va accueillir, on va l'accueillir dans ce qu'il est en train de ressentir, en disant bah oui, c'est compliqué. Et je sens que ça t'a vraiment fâché ou ça t'a vraiment rendu triste d'entendre ça. Hein. Alors après, il faut voir si c'est des maladresses. Alors, il faut voir si ce sont des maladresses ou s'il y a vraiment un problème avec l'institutrice. Mais bon, vous le savez tous, on ne peut rien faire contre l'institution. Ils sont indélogeables, quoi. C'est juste ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait modifier. Mais c'est très compliqué parce qu'en face, on a vraiment de la résistance. Moi, quand je fais une formation, à la fin, je suis évaluée sur tous mes trucs. Et si ça passe pas, on ne me reprend pas. Hein. Et c'est le seul job au monde que je connais où on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est pour ça aussi que je n'ai pas continué en enseignement. C'est que moi, j'étais seule dans ma classe, quoi. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. J'ai fait plein d'autres boulots où on travaillait plutôt en collaboration. Là, je faisais ce que je voulais dans ma classe. Tout le monde s'en foutait. Et travailler en collaboration, super compliqué. Hein, parce que, ah non, mais moi, dans ma classe, je préfère faire comme ça. Ah, mais c'est bizarre ce que tu fais. Et quand, justement, moi, les enfants, je les laissais me parler, et puis je réajustais en fonction des situations. Et donc, une fois, il y en a une qui me dit « Mais tu ne devrais pas te laisser parler comme ça ?» Je dis « Je fais ce que je veux, et puis de toute façon, ce n'est pas en agressant les enfants qu'on arrivera à les faire bouger. » Donc c'est vraiment quelque chose qui est... Alors, donc nous, on peut accompagner à côté. Alors soit effectivement, on a la possibilité de les mettre dans d'autres endroits où il se passe, où c'est mieux, mais on n'a pas toujours cette possibilité. Et là, en fait, il va falloir qu'on accompagne l'enfant. Et puis que moi, je suis partisane aussi. Hein, là, en fait, on sème des graines. Plus on sera nombreux à pratiquer ces outils, plus ça va s'étendre. Hein. C'est de la systémie. Hein. Parce que c'est le système c'est pas les profs, la police, les hommes politiques, les machins, le bidule. Non, on bosse tous ensemble. On a tous reçu, a priori, pas tous exactement la même éducation, mais globalement quand même, on est vachement dans la critique, dans le jugement, on est toujours en train de juger les autres. Ah ben celui-là, t'as vu sa tête, et puis celle-là, machin. Donc c'est ça qu'il faut d'abord modifier. Et quand je l'utilise, parce que ça aussi c'est un truc qui me fascine, c'est utiliser les outils de communication positive avec les enfants, mais pas avec les adultes qui sont méchants, que j'aime pas. Hein. Donc là, il y a incohérence. Et les enfants, ils le voient. Et donc ils se disent, en fait, on est gentil avec les gens gentils, et puis avec les autres, soit on les ignore, soit on est méchant. C'est ça qu'on transmet comme message. Donc oui, c'est compliqué de faire de la communication positive avec quelqu'un qui nous irrite prodigieusement. Mais c'est indispensable si on veut le faire bouger, si on veut le faire réfléchir. Et il aura peut-être besoin de prendre du temps. Je n'ai pas parlé des états d'esprit ce soir, mais si ça vous intéresse, Carol Dweck travaille sur les états d'esprit, c'est une psychologue américaine. Donc il y a des états d'esprit fixes et des états d'esprit de développement. Les états d'esprit de développement, quand il y a un truc qui ne va pas, ils se disent « Comment je fais pour améliorer les choses ?» Les états d'esprit fixes, ils ne voient pas où est le problème. Et quand il y a un problème, ils ne vont pas être en recherche de solutions, ils vont planquer. Parce que justement, eux, face à l'échec, c'est compliqué. Le feedback, ils ne supportent pas parce que c'est une critique directe contre eux. Donc avec ces gens-là, il va vraiment falloir utiliser un vocabulaire spécifique et ne pas être dans le jugement. Sinon, on les perd. Et chez eux, le changement va être très lent. Et ce n'est pas un problème. Ouais, vous allez vous relever. Et puis, plein d'énergie, mission impossible. On finira tous par y arriver. Moi, j'y crois. Hein. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, on me riait au nez quand je venais proposer mes trucs. Et aujourd'hui, il y a vraiment un mouvement de fond qui commence à s'installer. Donc, je pense que les choses évoluent. La situation actuelle ne nous aide pas beaucoup, mais ça bouge. Je vous souhaite une bonne soirée et puis plein d'énergie. Que la force soit avec vous.